d'avoir tous les problèmes qu'on a en ce moment. Si le fédéralisme fonctionnait, on serait au courant. Ça fait assez longtemps que c'est... Mais les Québécois sont plus heureux que les Danois. Selon moi, ce qui est important, c'est qu'on ait des leaders politiques qui sont prêts à aller de l'avant puis à mettre des moyens pour réaliser l'indépendance. Tu sais, le Made in Germany, là, c'est un gage de qualité. Bien, on aurait un fabriqué au Québec qui serait un gage de qualité, qui aurait un gage de quelque chose. Les gens, ils achèteraient le Québec aussi. C'est comme si les relations internationales, c'est les États-unis. Puis on se compare aux États-Unis. Ouais, c'est vrai, c'est un grand pays, les États-Unis. Puis on se dit, hey, on serait jamais un gros pays. Nous, on est ben trop petits. Mais quand on regarde l'Europe, là, il y en a plein des plus petits pays que le Québec. Là. Pour les Canadiens, le Québec fait partie de la culture canadienne. Fait que pour eux, c'est des éléments indissociables. Puis la dernière chose, imaginez, là, le jour référendum, on va être dans... Puis on gagne. Là. On va être dans tous les médias de la planète. Ouais. Partout, ça va parler du Québec pendant des semaines. Vous écoutez Génération Oui, le podcast indépendantiste avec Florence, Marc-Antoine et David. Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Génération Oui. Je suis Timothée et je serai votre animateur pour cet épisode spécial. Mais avant qu'on embarque dans l'épisode, je tiens à remercier les deux commanditaires du jour, c'est-à-dire le Fonds indépendantiste du Québec, qui souhaitait en fait vous parler de leur nouvelle plateforme complètement incroyable qu'ils viennent de mettre en place. En fait, c'est une plateforme sur laquelle vous pourrez retrouver des capsules vidéo qui viennent démystifier tout ce qui entoure l'économie du Québec, à savoir est-ce qu'on est trop petit, trop pauvre ou trop endetté pour devenir un pays. Vous trouverez également sur la plateforme républiqueéconomique.québec des indicateurs qui nous permettent de nous comparer aux autres pays dans le monde et vous allez voir qu'on se débrouille pas mal bien au Québec. J'aimerais également remercier notre deuxième commanditaire qui est la boutique 50% plus 1. Je tiens à mentionner d'ailleurs que ce chandail provient de la boutique. Donc, sur cette boutique, vous pouvez acheter en fait des chandails, de la merch indépendantiste, des collants, des livres, bref, toutes sortes de choses pour vous faire plaisir ou faire plaisir à vos proches et peut-être même convaincre vos amis. Donc, n'hésitez pas à aller visiter la boutique. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, pour cet épisode spécial, j'ai avec moi trois invités de marque. Commençons par Marc-Antoine Lemay, qui est votre animateur dont vous êtes habitué, le fondateur de Génération Oui, que je tiens d'ailleurs à remercier de me laisser cette belle opportunité d'animer écoute, cet je pense que tu épisode, vas faire un job exceptionnel, donc on est vraiment de bonne main. Merci beaucoup, Marc. J'ai également avec moi, à mes côtés, Camille Gingras, qui est la présidente des Oui Québec, que je n'ai plus à présenter. Je pense qu'on connaît tous. Goyette Gingras. Goyette Gingras. C'est correct, hein? Les noms à penture, ça fait... Mon chum aussi, là, fait que ça fait 4 noms de famille, là. Oh, pauvre bébé. Et également, vous l'avez déjà vu dans le premier épisode de la saison 2, j'ai avec nous Nando Pastorino, qui est directeur général de Génération Oui, qui est également membre du Parti québécois, en fait... membre sur l'exécutif national du Parti québécois et également employé du Bloc québécois. Donc, ça fait beaucoup de chapeaux. Ouais, puis là, il faut que je dise que mes paroles n'engagent que moi là, pour que tout le monde soit correct. Tout le monde a compris à la maison. Après ça, c'est comme... tout est permis, là, tu sais. Donc, aujourd'hui, en fait, on a décidé, suite à une discussion que j'ai eue avec Marc-Antoine, d'aborder un sujet incroyable qui est les arguments fédéralistes. Donc, on a sélectionné ensemble 10 arguments fédéralistes, les principaux qui sont utilisés en 2024, et on va utiliser le fameux concept de la tier list. Je me permets d'utiliser le terme anglais parce que c'est... il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent exactement en français. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept, vous pouvez voir au fond, on a une pancarte. Vous allez également probablement le voir à l'écran. Donc, S, ça équivaut à un excellent argument. E étant un argument qui laisse à désirer. Donc, ce qu'on va faire, en fait, chaque personne autour de la table a 3 arguments qu'ils vont analyser, une forme de critique analytique. Et les autres également, on va pouvoir ajouter notre grain de sel à travers chacun de ces arguments-là. Pour vous montrer un peu la formule, en fait, je vais être la personne qui va commencer aujourd'hui à, dans le fond, parler d'un de ces arguments-là. On a utilisé l'aide de ChatGPT, je tiens à le mentionner, pour faire ressortir les 10 principaux arguments fédéralistes. Donc, on a pris une source objective pour faire ressortir les principaux arguments. Donc, voilà. Donc, l'idée, en fait, ça va être pouvoir vous donner une idée. En fait, là, on va les classer. Chaque personne choisit où est-ce qu'elle va mettre son argument dans le tier list. Donc, pour bien commencer,
le premier argument que nous allons discuter, c'est le poids démographique et l'influence du Québec. Parce que comme vous le savez, souvent les fédéralistes vont nous dire, si le Québec quitte le Canada, il va perdre un peu l'influence qu'il a au sein de la Fédération canadienne. Puis souvent, on va dire que... on va C'est dire un peu ça le but. On va dire également, en fait, que le Québec, avec son poids démographique, étant une des plus grandes provinces, on va avoir vraiment un gros impact sur les décisions qui vont être prises au fédéral. Donc, automatiquement, si on se retire de ce pays, on n'a plus cette influence-là, puis on n'a plus non plus l'influence qu'on a à travers le monde par le biais du Canada. Moi, je considère que c'est un mauvais argument. Pourquoi? Pourquoi je pense que c'est un mauvais argument? En fait, on a beaucoup d'exemples dans le passé qui prouvent que le Québec, sa voix n'est pas nécessairement entendue. Mais premièrement, quand on prend des décisions au Québec par rapport à nos champs de compétences, on s'entend que c'est nous qui prenons les décisions pour nous. Tandis que quand on prend une décision qui est au niveau du Canada, il faut arrêter de penser en termes de 10 provinces, 3 territoires. On est plutôt 2 peuples fondateurs avec une histoire, des modèles, des fois, de société, des référents qui vont être différents. Donc, plus souvent qu'autrement, on va voir des fois des consensus qui vont se créer à travers le Canada anglais. Tandis que le Québec va avoir une position qui va être différente. Bon, c'est sûr que ça ne s'applique pas à tous les sujets. L'Alberta va être plus à droite, la Colombie-Britannique plus à gauche. Mais ça reste qu'au final, il y a souvent 2 blocs qui vont être créés. Fait qu'au final, toutes les décisions qui appartiennent au fédéral, on n'a pas notre mot nécessairement à dire là-dessus. En fait, on peut le dire, mais au final, c'est pas nous qui va prendre la décision. Donc, de dire qu'on a un poids démographique important ou dire, Justin Trudeau, c'est le premier ministre du Canada au moment où on enregistre ça se peut que ça change. C'est un Québécois, mais c'est pas nécessairement un Québécois qui défend au final les intérêts du Québec. Donc, je trouve que c'est un faux argument. Et pour cette raison, personnellement, je t'inviterai à préparer un petit morceau de papier collant pour pouvoir le classer dans la catégorie D. Je considère pas que c'est un E. Ah oui, quand même. OK. Oui, non, je le mets au D. Pour la simple et bonne raison que c'est vrai qu'effectivement, on va avoir moins une influence sur les décisions canadiennes, mais en même temps, je me dis d'État en État, des fois, le rapport de force peut être plus intéressant que de province subordonnée à un État fédéral. Moi, j'aurais... Ouais, vas-y. Camille. En fait, c'est juste que c'est un drôle d'argument parce que dans les faits, le Canada brille pas dans le monde par son poids démographique. Je veux dire, le territoire est immense, puis il y a à peu près du monde autour du fleuve Saint-Laurent puis des Grands Lacs. Fait comme le reste, je veux dire, on n'est pas hyper productif, puis on n'a pas une densité de population qui est énorme. Fait que le Canada se compare déjà pas face à d'autres États qui sont soit hyper productifs ou qui ont comme full population. Fait que, tu sais, je me dis, rendu là, qu'est-ce qu'on perd, là? Absolument. Puis, on n'a à peu près pas d'influence au Canada. L'exemple le plus frappant en ce moment, c'est qu'on va avoir un gouvernement conservateur majoritaire, sans même avoir une majorité conservatrice au Québec. Ça va être quelques députés, peut-être une dizaine de députés sur 78 au Québec. C'est peu, là. Donc, on voit que l'influence québécoise sur la scène fédérale, elle diminue d'année en année. Puis ça, malheureusement, si on peut pas continuer comme ça. Si on devient un pays, on va avoir 100% des sièges puis 100% des pouvoirs pour le Québec par le Québec. Puis on s'enligne vers un scénario où est-ce que le Bloc québécois pourrait représenter l'opposition officielle et c'est techniquement le plus loin qu'on pourrait se rendre en termes d'influence sur le Canada, ce qui reste qu'on ne forme pas un gouvernement. Puis ça reste que le gouvernement, il va être majoritaire, conservateur, donc l'opposition, il peut s'en foutre un peu. Oui, exactement. Moi, j'aimerais ça revenir sur l'idée que tu as avancée des consensus. Tu sais. Il y a des consensus canadiens-anglais qui existent. Ouais. Puis là, c'est un des exemples, mais c'était vraiment frappant là, pendant le débat sur la laïcité. Tu sais, quand on faisait les sondages, au Canada, c'est la proportion inverse exacte d'au Québec. Il y a 75% au Canada qui auraient été contre la loi 21, on va dire ça comme ça. Puis au Québec, tu as 75% des gens qui sont en faveur de cette loi-là. Puis c'est une proportion exacte inverse qui montre que des fois, il y a des consensus forts au Québec qui sont vraiment en opposition avec les consensus du Canada anglais. Puis à la fin, c'est leur cours à eux qui vont trancher nos lois. Fait que je trouve que ça vaut pas grand-chose. Faudrait que Radio-Can refasse la boussole électorale à la prochaine... Parce que je sais pas si tu te souviens, il avait sorti une map, une carte à un moment donné, puis tu sais, tu traversais les questions, puis chaque question, c'était comme... t'avais genre le reste du Canada qui était, mettons, en bleu, tu sais, genre complètement en désaccord, puis t'avais le Québec complètement en accord, puis c'était comme systématique sur chaque question quasiment, là, tu sais.
Fait que, pauvre Radio-Can, ils devaient se dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? On a donné un argument de plus. C'est pas notre job, ils sont pas payés pour ça. Un des exemples de ça, c'est la monarchie. Tu sais, au Canada, Anglais sont quand même attachés encore à la monarchie britannique. Ils ont un lien avec la monarchie. Puis nous, on a un lien, mais c'est pas pantoute le même lien. Là, nous, ça représente l'oppression, ça représente l'assimilation, ça représente le mépris. Donc la monarchie britannique, nous, on veut s'en défaire. Tu sais. Et je fais rarement ça, mais je vais citer Mario Dumont. Mario Dumont disait, je trouvais ça quand même assez drôle, qu'un vrai environnementaliste ne pourrait pas être souverainiste. Parce qu'automatiquement, on perd tout l'impact qu'on pourrait avoir sur comment on gère les sables bitumineux, comment on gère la production pétrolière dans l'Ouest canadien. Je trouve que l'argument est mauvais. Puis je me permets de le mentionner à l'instant parce que on s'entend que malgré le fait que le Québec n'est pas d'accord avec tout ça, ça n'a pas empêché le gouvernement d'acheter un pipeline, ça n'a pas empêché la subvention des pétrolières. Puis d'ailleurs, j'aimerais rappeler que le Canada a investi 0$ dans tout ce qui est barrage hydroélectrique au Québec. Là, donc on voit déjà là que si on avait une réelle influence au Canada, on aurait eu notre part, je pense, dans les subventions pour notre énergie verte. Non, mais Alors rendu là, je veux dire, personne ne va jamais se séparer. Ou, je veux dire, ça par rapport comme argument, c'est comment peut-être que l'Ukraine devrait, en fait, se fusionner avec la Russie parce que peut-être que ça rendrait la Russie plus démocratique, là, tu sais, c'est ça, là. Non. Donc, si vous êtes d'accord avec le fait que je l'ai positionné dans le dé, que vous n'avez pas de rien à dire comme ça, je pense... C'est pas le pire, mais il est mauvais. C'est pas le pire, mais il est mauvais, exactement. On peut pas tous les mettre dans le E. Ouais. Donc, la prochaine personne qui va nous nommer le prochain argument, en fait, c'est Camille. Donc, Camille, je t'invite à nous partager le premier argument que tu avais. Alors, Parle de chat. Qu'est-ce qu'il pense ChatGPT, là? bon, ouais, c'est... ChatGPT nous ramène à l'argument qu'on va perdre nos pensions de vieillesse si on devient un pays. Évidemment. Ben oui. Parler à ChatGPT ou de Nicodère? Mais lui, il y a d'autres problèmes avec l'ARC, ça se dit. Là. Tu sais, genre, c'est quand même un argument qui frappe. Fait que je pense que ça touche pas mal de monde. Je veux dire, ta pension de vieillesse, t'es comme, là, moi, il me reste quand même 20 ans à vivre, là, tu sais. En tout cas, c'est sûr qu'on va tous penser que c'est des mauvais arguments dans les faits, là. Fait que je me répéterai pas en disant qu'il est pas bon. Mais je pense qu'il renvoie beaucoup à la peur parce que dans les faits, tu sais, la pension de vieillesse, c'est des retenues à la source, là. C'est à travers notre salaire, il y a des retenues qui sont faites, puis ça génère un fonds. Puis ce fonds-là, on fait des investissements, puis aussi ça sert à payer les pensions de vieillesse. Fait que, tu sais, dans les faits, la pension fédérale, c'est un actif. C'est un peu comme c'est le cas avec CDPQ. Bon, c'est un peu la même affaire au fédéral. Fait que ça nous appartient. Moi, ce que je trouvais le fun avec cet argument-là, c'est que en fait, il y a un vrai bon argument contre l'indépendance qui se cache, qui n'a pas été dit. C'est vrai que quand on va se séparer, il va falloir qu'on se divise les actifs, mais il va aussi falloir qu'on se divise les dettes. Puis ça, on leur donnera pas des idées, mais dans les faits, là, de ce temps-là, avec le déficit qui vient d'être annoncé de 61 milliards, c'est vrai que ça pourrait faire peur de se faire dire, ben OK, si vous voulez votre fonds de pension, il va falloir qu'on parle aussi de la dette fédérale, parce que d'une certaine façon, si vous avez contribué aux actifs, vous avez aussi contribué aux passifs. T'sais. Fait que, tu sais, intelligemment, s'arrêter ça, selon moi, le bon argument, parce que dans les faits, on y a droit, c'est nous qui avons mis de l'argent dans la caisse, puis même, on aurait droit à plus que la pièce qu'on a mis dans la pension, on aurait droit aussi aux intérêts que ça a généré. Ouais. Est-ce que tu serais prête à affirmer que l'endettement du Canada fait partie de la stratégie de Justin Trudeau pour empêcher le Québec de se séparer? Avoue, incroyable. Mon Dieu, c'est un fin stratège. Finalement, j'y avais pas pensé. Mais pour vrai, c'est un argument indépendantiste parce que quand on voit le fédéral dépenser autant, puis qu'on voit la contestation partout au pays, mais aussi au Québec, là, les gens sont pas contents au Québec en ce moment de voir la dette fédérale. Là, puis on n'a pas de contrôle là-dessus. Là. Fait que si on devient un pays, on va pouvoir gérer mieux nos finances publiques. Puis ça revient à ce qu'on disait tantôt. On perd du poids et de l'influence au Canada. Donc, on est mieux d'avoir notre pays où on va pouvoir prendre toutes nos décisions. Mais c'est quand même incroyable avec la crise des libéraux puis ce qui se passe avec Donald Trump. C'est bizarre parce qu'on dirait que le fait d'être souverainiste, c'est en train de devenir comme la proposition du gros bon sens. Ouais. Quand tu regardes comme 100%. Ouais, c'est... Ouais. Moi, je trouve qu'il y a un basculement qui se fait, puis moi, je ne suis pas un jugement de valeur, mais je trouve qu'il y a un basculement vers plus le centre-droit de ce mouvement-là, parce que tu regardes un argument là, pour nos amis de droite économique, puisqu'ils sont, tu sais, le fédéral, cette année, va nous endetter de 15 milliards de dollars avec son déficit. Le Québec, 11 milliards.
ça fait des années que ça dure que le fédéral nous endette plus que ce que le Québec. Ça fait 20 ans là, sur la moyenne. Là, le fédéral, année après année, augmente la dette du Québec de plus en plus. L'argument passé des années 2000, puis moi je défends le modèle social québécois, mais où on disait le Québec il dépense trop puis il s'endette. C'est plus vrai. Là. C'est le Canada qui nous endette aujourd'hui. C'est eux qui nous mettent dans le trouble. Ah ouais, ça fait 20 ans, c'est quand même beaucoup. Ouais, ben si tu prends la moyenne... Je pensais que c'était juste avec Trudeau. Non, c'est pire. Si tu prends la moyenne, si tu l'étales sur les 20 années, c'est ça que ça donne. Ah ouais, quand même intéressant. C'est hallucinant. C'est où que tu mettrais... Je le mettrais, moi, à C parce que je trouve qu'il y a du potentiel caché dans l'argument. C'est bon, ça. Ben, j'ai aimé quand tu es retourné. Dans le fond, c'est toi qui vas engager dans le prochain camp. Donc, Je vais vous envoyer un devis. prochaine personne, Nando. Ouais, c'est moi. Ben moi, j'ai eu droit à l'argument de la stabilité politique. Fait que je vous lis comment il nous l'a présenté. Le maintien dans le Canada garantit la stabilité politique, alors que l'indépendance pourrait entraîner des incertitudes. Moi, il y a deux façons de prendre ça. D'un, il y a la stabilité supposée politique du Canada. Bon, là, tu en as parlé tantôt, mais tu sais, on ne sait pas si la semaine prochaine, Trudeau va être encore premier ministre. On ne sait pas s'il va y avoir un gouvernement. On ne sait pas quand est-ce que ça va avoir des élections. Ça fait un bout, ça dure. Fait que, bon, sur l'actualité, on passera sur la stabilité politique du Canada. Mais une autre proposition que je ferais, c'est de parler de l'histoire du Canada. Tu sais, ça fait 60 ans que le cœur du débat canadien, c'est la situation constitutionnelle du Québec. C'est-à-dire, il y a eu la crise d'octobre. Après, il y a eu 82. Après, il y a eu les deux échecs référendaires sur les constitutions. Puis là, il y a eu une petite pause là, de 10 ans là, où l'indépendance n'était pas un sujet, mais là, on le voit, là, ça recommence, puis la prochaine élection, c'est assez clair. Que le Parti québécois prenne le pouvoir ou pas, le débat constitutionnel québécois va être quand même l'enjeu central de l'élection. Fait que le Canada, c'est pas vraiment un pays stable là, politiquement. C'est juste qu'on met ça, on vit en paix puis en sécurité, ça c'est clair. Mais on n'a jamais adhéré à cette constitution-là. Fait que c'est comme si tout est mis sous le tapis puis on essaie d'attendre puis on se dit c'est une course contre la montre. Le Canada, plus ils attendent, plus ils ont de chance de gagner le combat constitutionnel. Fait que j'écarte le Canada est un pays stable politiquement. Là où je trouve qu'il y a un bon argument, c'est dans la construction de cet argument-là. C'est-à-dire qu'ils disent il va y avoir si le Québec devient indépendant, il va y avoir une transition. Puis dans la transition, il y a plein de questions auxquelles vous n'avez pas de réponse. Ils l'ont fait en 80, ils l'ont fait en 95, ils vont le refaire. Là, même si on arrivait demain là, avec un document là, de 300 pages où on répondait à toutes les questions possibles, ils trouveraient quand même des questions pour faire peur à des gens parce que cet argument-là, il est fondé là-dessus. Tu connais bien André Pratt. Oui, exactement. En même temps, ils n'ont pas de bon sens parce que qui aurait prévu genre, que Donald Trump allait dire qu'il voulait nous annexer puis à mettre des tarifs de 25 %? Tu sais, sur ma carte de bingo, ça n'existait pas. Là. C'est ça. Ben non, mais c'est trop facile pour eux parce que eux, ce qu'ils disent, dans le fond, c'est il va y avoir de l'instabilité, vous n'avez pas les réponses à cette instabilité-là, vous n'êtes pas bon. En gros, c'est ça qu'ils font dans ta tête. C'est ça qu'ils veulent faire dans la tête du monde. C'est d'utiliser au final le statu quo. Si on veut, l'image de stabilité que le statu quo a, de dire ben, ça fonctionne, ça fait des années que c'est là. Pourquoi on irait vers du changement et de l'instabilité? Ouais. Mais c'est quand même vrai pour les... Hey, je m'excuse, Marc. Non, vas-y. C'est quand même vrai, par contre, pour... tu sais, les marchés sont vraiment allergiques à l'instabilité. Ça, c'est quand même un événement qu'on peut prévoir. Moi, je suis curieuse de savoir ce que vous pensez de comment on aborde ça, parce que c'est sûr que dès qu'il y a du mouvement, qui soit même des fois positif, le milieu de l'investissement réagit très émotivement, quasiment, bizarrement. Là. Fait que c'est sûr qu'ils vont réagir fortement à un désir du Québec d'aller vers l'indépendance. Je me demande comment on anticipe cette réaction-là du milieu financier. Ouais, je pense qu'il y a deux visions de le faire. Là. Il y a la vision Parizeau 95 qui dit on va créer une réserve puis on va se préparer. C'est l'intervention de l'État. Puis il y a une autre vision, honnêtement, qui se défend aussi, qui est plus libérale, de se dire oui, il va y avoir les marchés vont être instables. Ça va produire de l'insécurité pendant un certain temps, mais il y a tellement d'opportunités qui viennent avec l'indépendance que ces capitaux-là vont se rediriger vers des endroits où notre appartenance au Canada était un défaut. Fait que
Mettons que tu es libéral puis tu crois vraiment au marché. Toi, je sais que c'est pas ton cas. C'est pas particulièrement le mien non plus, mais supposons que tu es dans cette dynamique-là. Ça fonctionne en théorie, le marché. Le Québec indépendant, c'est une masse d'opportunités nouvelles. Ces capitaux-là vont se réinvestir puis l'économie va repartir. 3 mois d'instabilité sur l'histoire de 150 ans, c'est rien. Ben, exact. Puis, tu le sais, comme entrepreneur, là, quand les fonds investissent dans des nouvelles petites entreprises en démarrage, ils le font sur la supposition que dans 5 ans, il va y avoir tel taux de croissance, mais sur la base de aucune preuve. Là, c'est comme, on a fait tant de ventes dans les 2 dernières années, puis on pense que peut-être, en faisant telle analyse, dans 5 ans, on va être rendu là. Fait que, c'est un peu la même affaire avec le projet d'indépendance, c'est de se dire, ben nous, on fait l'hypothèse à partir de telles données qu'on a, que dans 5 ans, on va être rendu là. T'sais. Fait que pour le milieu financier, il faut vraiment qu'il le voie de la même façon. C'est qu'on fait l'hypothèse, nous, comme souverainistes, puis comme pays indépendant, que ça va générer une croissance économique. Puis je pense qu'il y a beaucoup... C'est vrai qu'il y a quand même... des gens de centre-droite ou de droite économique, pas nécessairement de droite conservatrice, qui... tu sais, comme... je sais pas si vous suivez Olivier Primo sur LinkedIn, mais tu sais, il est comme... en train de virer bleu, lui. Oui, c'est... C'est le niveau, ça. Mais genre, c'est... Moi, je prends n'importe qui. Ben, je trouve ça super intéressant parce que, tu sais, c'est vrai que le discours de gauche est quand même bien développé autour du projet d'indépendance, puis c'est encore drôle, là, je pense qu'il faudrait l'actualiser. Mais le discours... un peu économique, capitaliste autour du projet d'indépendance, il est important aussi parce que ça va vraiment chercher beaucoup de monde, puis le milieu des affaires aussi, puis ils ont été moins mobilisés en 95. Là, je trouve que il commence à avoir des gens qui réfléchissent à ça, puis c'est vraiment hot. Qui voit l'occasion d'affaires. Puis je trouve qu'il y a une partie de la réponse dans ce que tu viens de dire à ta question. Dans le milieu des affaires, un bon plan d'affaires va rassurer au final les investisseurs. Bien, je pense qu'un bon plan de match pour accéder à l'indépendance du Québec, puis quelque chose de clair sur comment on va procéder, comment on pourrait faire face aux imprévus, je pense qu'il y a une partie de la réponse qui se trouve là pour rassurer les marchés. Puis à un moment donné, ben, ils vont juste bouger puis ça va remonter, là. Oui. Ben c'est ça, il va y avoir des corrections. Tu sais, je me rappelle quand il y a eu l'élection de Trump en 2016, c'est 2016 la dernière? Ouais. La première fois, la même soirée, le peso mexicain, il a perdu 15%. Tu regardais ça, c'était genre graphique rouge, bam! Mais 3 semaines après, c'était réglé. Là. Je veux dire, tu sais, OK, ça fait peur un peu, mais quand les gens ils voient que la direction est claire puis qu'on est un État fonctionnel, l'État québécois, il y a des fonctionnaires, il y a des gens qui savent faire, ça va très rapidement se restabiliser. On a une industrie. Moi, ça me fait pas peur. Mais, fait que leur argument, c'est ça, c'est de nous faire peur. Ils voudront pas le dire. Puis Michel, c'est quoi son nom? La madame... là, je vais massacrer son nom. Donne-moi plus de détails. Oui, c'est une femme. Non, mais au mordu... Michel Courchaine. Michel Courchaine, oui. c'est ça que je cherchais. Ah, la sacoche. Ouais. Puis elle... en tout cas, Michel Courchaine et les André Pratt de ce monde là, qui nous disent « Ah non, on veut pas faire peur, on veut pas faire peur. » C'est pas vrai. Là, leur argument, c'est fondé sur la peur. Là. Ben oui. Tu sais, c'est de l'anxiété, dans le fond. C'est ça qu'ils font. Là. Ils disent « Vous avez pas de réponse à ça. Vous pouvez pas nous répondre. » Puis même si on répondait à toutes leurs questions, ils créeraient quand même une personne que lui, ça cadre pas dans notre schéma, puis il ferait comme « Regarde, pour cette personne-là, t'as pas la réponse. Fait que là, tout le monde devrait penser qu'on est incompétent parce qu'on n'a pas la réponse à toutes les questions. Dans notre épisode avec Biz, il avait très bien répondu à cet argument-là. Il dit « Tu sais, quand tu... déménages pour la première fois de chez tes parents. T'as pas toutes les réponses à tes questions, là, comment tu vas t'organiser exactement pour l'épicerie à chaque semaine, puis le transport. Puis tu t'organises un minimum, là, tu prévois tes meubles, tu prévois ton déménagement, tu prévois plein d'affaires, mais il y a certaines choses que, bon, tu vas t'adapter au fur et à mesure, puis, bon, on fait confiance à la vie que t'es un grand garçon, ben il faut juste se faire confiance. Au final, le Québec, moi, je vois ça vraiment comme des arguments de peur, là, ce qu'on a présentement. Puis il faut juste... je le répète, se faire confiance. Puis, tu sais, à un moment donné, tu pars pas en appartement parce que c'est une bonne décision financière, sinon on serait tous des tanguis, là, tu sais. Tu pars en appartement parce que tu veux plus d'indépendance. Même affaire, tu fais pas des enfants parce que tu dis, quelle excellente décision financière de faire des enfants. Non, vraiment pas. Tu sais, ou partir en voyage. Fait que c'est pas la seule raison. C'est important, là, tu sais, il faut pouvoir manger, mais c'est pas l'argument principal de se dire, je vais devenir plus riche en partant en appartement, là, tu sais. Ah oui, tu vas avoir plus de liberté au final. C'est ça. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux. Puis tu vas être responsable aussi. Ouais. La responsabilité, c'est gratifiant. Là. Quand tu te dis je suis responsable de quelqu'un, par exemple, en ayant un enfant, puis j'ai réussi à le nourrir ou à l'éduquer, c'est gratifiant d'être capable de remplir ses responsabilités. Tu vas évoluer aussi comme individu. Sans dire que si tu restes dans le sous-sol de tes parents, il y a moins de chances d'évoluer. Mais là, c'est pas un podcast de croissance personnelle non plus. Qui tombe sous-sol! Puis je me permets quand même d'ajouter aussi qu'il y a la quantité de pays qu'il y a dans le monde
qui se sont libérés d'un colonisateur et qui avaient, dans bien des cas, bien moins que ce que le Québec a en ce moment en termes de ressources puis en termes d'institutions. Si d'autres ont été capables de le faire, il n'y a aucune raison que le Québec soit incapable de le faire. Là. On est certainement pas moins bon que les autres. Oh no! C'est bien dit. Fait que là, moi, je vais la mettre au jeu, parce que je me dis, peut-être qu'il y a du monde qui vont pas être d'accord. Moi, j'ai classé cet argument-là dans les A. Dans les Dans les A. Puis je vous explique pourquoi. Oh boy, C'est parce ok. que je trouve que la mécanique de l'argument est tellement bonne, même si à chaque fois c'est mauvais, que c'est dur à combattre. On pourra jamais vaincre toutes les peurs de tout le monde. Fait qu'eux, ils vont pouvoir exploiter ça tout le temps puis le pousser. C'est fort la peur. Ouais. Ouais, puis c'est une peur qu'on peut pas régler, tu sais. Je suis bien d'accord, moi. Ouais. En même temps, c'est un mauvais argument, moi, je trouve. Là. Ah oui? C'est un mauvais Ouais. argument, mais la mécanique est bonne, je trouve. Ouais, la mécanique est bonne, Jouer ça sur les fonctionne. peurs, c'est Ouais, ouais. solide. Mais je Mais ne le c'est mettrais pas dans le A. On peut faire un compromis dans le B. Oh, OK, d'accord. Est-ce qu'on passe au vote? Ah, moi, je le mettrais dans le A. Ah, Je suis d'accord avec là, juste parce que la peur. Mais je comprends que toi. J'ai perdu mes élections. Mais c'est parce que dans les faits, c'est vrai que, tu sais, c'est un changement. Fait que... Ouais, n'importe quel changement fait peur. Puis c'est pas nécessairement stable, là, tu sais. Ouais. Fait Ils vont qu'on- toujours trouver quelqu'un c'est pas qui va parce que- avoir peur à qui peser dessus puis faire monter la cortisol puis dire ah bouge pas. Tu sais, c'est C'est ça. ça. Fait que, tu sais, si on n'a pas un peu peur d'être bouleversé... Bon. Fait qu'on est d'accord pour là? Ouais, Sauf je me Marc-Antoine, rallie. seul. Non, je me rallie à la position d'équipe. Et puis là, ça va être une transition super naturelle dans notre conversation. Marc, ton prochain. C'est à mon tour. Ben moi, j'ai le classique, je pense, le plus populaire chez les fédéralistes. Ouais. C'est la viabilité économique et la stabilité financière. Ça fait un peu le pont avec ce qu'on disait sur la stabilité politique. ChatGPT nous a dit le Québec bénéficie économiquement de son appartenance au Canada, notamment grâce à la péréquation. Bon, c'est un classique, on l'a dit. Bon, la péréquation, on en a parlé avec Gabriel Coulombe. C'est un mauvais argument dans la mesure où on ne prend pas en compte, quand on parle de péréquation, tout l'argent qu'on envoie au fédéral. Puis quand on fait les calculs, je pense que tu as le document avec toi. J'ai mis ma petite bible du péquiste là. Exactement. J'étais un vrai. Tu peux la présenter. Quand on fait le calcul dans un budget, puis qu'on regarde, OK, combien qu'on envoie, combien qu'on reçoit. Puis vraiment, avec tous les services qu'on reçoit, ben, on se rend compte, là, je me souviens pas des chiffres par cœur, mais on se rend compte qu'on on envoie plus qu'on reçoit, tu sais, au final. Fait que quand on parle de la péréquation, oui, c'est vrai qu'on reçoit de la péréquation, mais au final, on envoie beaucoup plus d'argent quand on fait le total. Donc, pour moi, c'est un mauvais argument. Moi, j'ai regardé ma petite bible avant de venir, là, parce que je cherchais des chiffres. Je suis tombé sur 2 affaires incroyables. Là, c'est un sujet d'actualité. Là, Santé Québec, il faut qu'il coupe 1,5 milliard. Là, c'est dramatique. J'ai regardé là-dedans. Santé Canada, là, c'est 1,8 milliard de dollars. Ça, c'était en 2021. Là, ça doit être à 2 points quelque chose. Imaginez, là, ça, si on devient un pays, là, demain, Santé Canada, ça disparaît. Il y a une petite partie de ça qui évalue les vaccins ou les médicaments. Mais je veux dire, c'est 10 % là, du coût de cette affaire-là. Les 1,5 milliard, là, on les a de même. Là. On les a là, demain, juste en coupant un truc inutile fédéral. Puis on a plein de ministères en double au final. Puis ça, on n'en parle pas. Les fédéralistes ne le disent pas. On a 2 ministères de la Santé, 2 ministères de l'Environnement, 2 ministères des Transports, etc. Puis la liste est longue. Là. Puis ça, c'est bon, on paye pour les ministres, les postes, mais il y a aussi bon ce qu'ils font. Puis au final, ben c'est beaucoup de travail en double. Puis on paye pour rien. Puis au final, non seulement on paye pour rien, mais ça se peut que la stratégie de l'un et de l'autre soit pas nécessairement en adéquation, que ce soit pas le plus efficace possible. Donc, c'est de payer effectivement dans le vide pour quelque chose qui a des résultats mitigés versus on avait seulement une administration. Là. Ouais. Puis cette démonstration-là, moi, honnêtement, je le salue là, de la part du Parti québécois. Cette démonstration-là qu'ils ont fait avec le budget de l'an 1, qui ont fait valider par des experts qui sont pas attachés au Parti québécois. Là. Puis il y a même des gens de droite économique là-dedans, là, Vincent Geloso, qui est un expert, un universitaire, qui commente l'économie, qui analyse l'économie, qui arrive au constat, le même constat qui est dans le document, qui valide ce constat-là qu'au final, on envoie plus que ce qu'on reçoit. Fait ouais. Puis Marc, je suis convaincu que tu pourrais me nommer quelques personnes qui, à travers l'histoire récente, ont nommé le fait que c'est viable un Québec indépendant. Parce que ça, au début, ça ne l'était pas. En 80-95, on n'en parlait pas, mais maintenant,
Même Jean Charest en Même 2008. Jean Charest, hein. Tu sais, Jean Charest l'a dit à la radio française. Aujourd'hui, le débat sur l'indépendance du Québec, ce n'est plus à savoir est-ce qu'on est capable ou non de devenir un pays, c'est est-ce qu'on veut devenir un pays. Fait que là, c'est une question de courage. On revient à la croissance personnelle. Est-ce qu'on veut posséder tous nos moyens? Est-ce qu'on veut voter toutes nos lois? Est-ce qu'on veut signer tous nos traités? Puis si la réponse c'est oui, ben devenons un pays. Ouais. Dans le fond, il faut qu'on devienne des coachs de vie, c'est ça qui est. Exactement. Oui, C'est ce exact. que j'essaie de faire. Là. Je m'entraîne tranquillement, pas vite. On va vers tous ça. virer coach de vie, puis on va faire un Québec demain. Un Québec pays comme ça. Ben, on est bien parti parce qu'on a un podcast. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, tranquillement. Vous ne savez pas, mais on rentre dans vos terres. Oui, c'est ça. Génération coach de vie. Coach de oui. Coach de vie. Ah, Oh, voilà, projet balado, coach de coach vie. de vie. Ben là, tu me donnes le goût de changer. C'est trop tard, j'ai mes tasses. Mais fait que moi, je pense que je le mettrais, honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le mettrais dans le D. Ah, écoute, je trouve que c'est un très... Parce que ça a été démontré à plusieurs reprises que c'est pas vrai. Fait que même, j'irais peut-être vers le E. À partir ouais. du moment où Jean Charest le reconnaît, là, C'est ça, je me il me dis. semble que... Ah ouais, il me semble qu'on est bon, là. Hey, j'ai écouté... En plus, j'ai réécouté l'épisode qu'on a fait avec Jean-François Lisée. Ouais. C'est comme vous avez enregistré avec Jean Charest. Un jour. Puis il racontait comment Jean Charest, justement, même lui, quand il est allé en France, il a défendu, puis il a dit si un jour le Québec devient un pays, c'est sûr que la France va nous reconnaître. Parce que Sarkozy, en fait. Qui a dit ça? Jean Jean Charest. Charest. Ah ouais. Ouais. C'est quand même fou, hein? Parce que que- Sarkozy avait trahi la position historique Ouais. des présidents français en disant Ouais, bon, ouais. on va accompagner le Québec, non, puis on s'ingère pas. Sarkozy avait émis une préférence pour que le Québec reste dans la Fédération Ouais, canadienne. ouais, Je sais pas combien des marais ils ont payé pour ça. Maintenant, on peut le dire en plus. il Ah a oui, été c'est vrai, c'est un condamné, vrai de fait vrai que crosseur. Puis Jean Charest. C'est ça, puis Jean Sarkozy, on Charest. t'aime, mais t'es un crosseur. Exactement. Puis Jean Charest l'a contredit publiquement. De ce que Jean-François Lisée nous a raconté. Allez voir l'épisode qui est en ligne. Ouais, c'est pas pire quand même. Fait que, comme quoi, au moins, il y avait un petit fond d'honnêteté intellectuelle, lui. Ça y arrivait. Quand il fond, était à l'étranger, quand il était en France. Quand il était en France. Ouais, mais c'est... Ah, excusez, je vais pas rester... Non, c'est collé sur le piton, Jean Ouais, Charest. c'est ça. Arrêtons de parler de Jean Charest et parlons du prochain argument de Camille. L'armée. J'adore cet argument-là parce que ça nous oblige à parler de relations internationales, dans le fond. Puis c'est l'argument à savoir que, en fait, on bénéficierait plus de la défense de l'armée canadienne. Puis qu'on aurait, tu sais, essentiellement pas d'armée ou une armée de pic-pic, là. La défense Oui. de l'armée canadienne. Oui, Ok, ouais. exact. On parle de la même chose. Oui. Puis, en fait, j'ai eu envie de reculer de 2 pas parce que, dans les faits, quand un État fait sécession, tu sais, quand, mettons, le Québec va devenir un pays, ben nos accords économiques internationaux, puis nos accords internationaux en général vont être reconduits automatiquement. Fait qu'on deviendrait membre de l'OTAN, en principe, jusqu'à ce qu'il y ait une renégociation. Probablement que les membres voudraient renégocier parce que là, tu sais, il y aurait comme un membre surprise qui s'ajoute. Puis, en droit international, ils font ça parce que ça permet de maintenir la stabilité. Justement, on parle de stabilité pour les autres États parce que sinon, tu ne veux pas faire tomber un paquet d'accords économiques ou d'accords politiques internationaux juste parce qu'il y a un État qui s'est Nouvellement formé, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, on s'entend, là, la Russie va pas débarquer au Québec indépendant parce que, dans les faits, on va être membre de l'OTAN. Puis dans les faits, il va quand même falloir qu'on se conforme face à nos partenaires internationaux en matière de défense. Fait que les chances sont qu'il va falloir qu'on constitue une armée à la mesure de nos moyens. Puis on pourra décider d'avoir une armée genre casque blanc, tout ça. Tu sais, je sais pas ce qu'on va décider de faire, mais... Ce sera en continuité avec la tradition. Pardon, ce sera en continuité avec la tradition pacifiste québécoise historique. Là. Ben oui. On s'est opposé à la guerre en Irak, on s'est opposé à l'Afghanistan, on s'est opposé... Puis, tu sais, t'as pas, dans les faits, là, je veux dire, la meilleure défense, c'est aussi de se préparer à se tu sais, c'est de pas vouloir se faire la guerre essentiellement, Ouais. mais il faut quand même qu'on soit en mesure d'assurer une forme de légitimité sur notre territoire. Puis ça passe aussi par la démonstration de notre capacité à protéger le territoire québécois. Tu sais, je
veux dire, l'indépendance, c'est une question d'effectivité. Puis un de ces 3 pans-là, ben, c'est l'effectivité sur notre territoire. Puis ça passe un peu par l'armée. Mais je veux dire, c'est juste une question de surveillance parce que c'est vrai qu'on a une grosse partie, vu qu'on n'a pas de densité de population, ben faut quand même qu'on puisse assurer de la sécurité sur notre territoire. Fait que c'est pas juste, tu sais, avoir une armée, c'est pas juste... Je pensais pas faire un plaidoyer pour une armée québécoise, là, mais tu sais, Nado, il est comme... C'est pas la Camille que j'ai connue. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est parce que c'est pas une question de vouloir faire la guerre, c'est juste une question de vouloir défendre notre territoire, le protéger aussi, puis c'est une question de sécurité intérieure. Fait que, tu sais, c'est... Puis on l'a pas beaucoup exploré comme sujet, comme souverainiste. Je pense que ça nous fait peur, mais c'est vrai que là, il y a de plus en plus de conflits internationaux, armés. Je pense que les Québécois sont vraiment atteints par ce qui se passe en Ukraine, par ce qui se passe en Palestine aussi. Fait que ça devient incontournable de réfléchir aussi à c'est quoi notre rôle dans le monde. Ben ça passe aussi par comment on va vouloir intervenir en fait dans le monde, puis il va falloir qu'on ait une armée là. Fait que ça, tu sais, puis il va y avoir une partie de notre budget qui va être allouée à ça, c'est quasiment une obligation à cause du maintien de nos accords avec les autres pays, tout simplement. Fait que tu sais, c'est un argument intéressant dans le sens que je pense qu'il nous oblige à approfondir une position qu'on n'a pas souvent discutée publiquement comme souverainiste. Puis comme l'indépendance était comme moins sa place publique dans les 10 dernières années, quand on abordait des questions comme la monnaie ou comme la défense, on avait l'air d'une gang d'hurluberlus, genre. Tandis que là... On s'occupe pas des vraies affaires. Ouais, c'est ça. C'est comme l'armée du Québec. Le monde sont comme, moi, j'ai de la misère à manger, là, tu sais. Sauf que là, vu que finalement, c'est quasiment le Canada qui a l'air de des hurluberlus, là, ben, ces questions-là deviennent, je pense, de plus en plus importantes à ce qui soit abordé, puis entendu avec peut-être plus de sérieux que ce qu'il y avait dans les dernières années, quand le mouvement souverainiste était comme moins... pas actif, là, on a toujours été super actif, mais moins populaire, mettons. Ouais. Fait que, c'est une belle occasion aussi. Moi, je trouve que le Canada a déjà été, faut le dire, là, déjà eu une belle image de marque internationale au niveau de la diplomatie puis de ses interventions. Mais je pense que cette image-là a été détruite là, au cours des 20 dernières années. Un peu une grande part de ça, mais même Trudeau est complètement ridicule à l'international. Là, on va s'entendre. Même sur le Conseil de sécurité de l'ONU, quand le Canada a postulé pour être sur le Conseil de sécurité de l'ONU, à plusieurs reprises, là, dans les dernières années, il s'est fait battre à plat de couture par d'autres pays. Là, puis des chaque fois. pays de la taille du Québec, autant en termes de population qu'en termes de superficie. Là. Donc, c'est pas vrai qu'un grand pays aura nécessairement une meilleure armée, là, puis une meilleure présence sur la scène internationale. C'est plus difficile à défendre, en fait. Oui, en plus, tout le Grand Nord canadien, ça coûte très cher à surveiller et à défendre. Oui, parce qu'assumons qu'on aurait une armée qui serait proportionnelle à l'investissement actuel du Canada dans l'armée canadienne. Parce qu'il faut se le rappeler, il y a des Québécois dans l'armée canadienne. Oui. Je serais curieux de voir comment on va se séparer aussi, mais est-ce qu'il y a une part de l'armement qui va nous revenir parce qu'on l'a investi? Ça, je sais pas si tu as fait des recherches là-dessus, mais... Ben moi, ça fait partie des négociations. Ben oui, exact. Si on regarde le Royal 22e, c'est correct, là. C'est son top salaire. Fait que... Ben oui. Techniquement, si on prend une partie de la dette... République 22e. Oui, oui. Mais si on prend une partie de la dette, on doit prendre une partie des actifs. Des actifs, exactement. Oui. Fait que toutes les bases militaires, un tank. Exactement. Mais je sais pas si vous aviez vu, mais ça avait été pensé en 95. Hein, les Canadiens, ils avaient commencé à mettre leurs avions sur des trucs, puis ils voulaient casser leur camp avec. Là. Hein? Ouais, ça a été préparé. Ils n'allaient pas laisser d'armes de même. Non, ça a été vraiment pensé, ça. Le ministre de la Défense avait reçu du cabinet de Jean Chrétien l'ordre d'envoyer des avions militaires aux États-Unis pour pas que ça fasse partie d'une négociation. Donc, je savais pas. Québec, si Louis passait, ouais. Mais nous, le Québec n'avait pas commencé à acheter des armes françaises. Ah, ça, je sais pas. Ben, je sais pas, là. Je sais qu'eux, ils se préparaient à tout nous prendre. C'est des petits coquins. Mais semble-t-il qu'effectivement, Parizeau avait des contacts, ou son cabinet, là, son entourage avait des contacts avec des gens. Ah, c'était peut-être pas fait, mais en cas d'indépendance. C'est parce que tu veux pas donner l'impression que tu es en train de faire un conflit. Non, c'est ça. C'est une bonne façon de sécuriser un petit appui. Là. On va vous acheter une coupe de... j'ai pas de problème. Parce que, tu sais, le Canada, c'est 1,2 % de son PIB dans l'armée. Je suis sûr qu'un Québec indépendant pourrait faire mieux. Là. Je dis pas qu'en... En tout cas, ce sera à nous de décider collectivement. Là. Mais ce qui est assuré, c'est que la proportion budget militaire sur territoire va être vraiment meilleure. Au final, ben oui, à cause du Nord. Quantité de soldats, exactement. On a un beaucoup plus petit territoire à protéger, dans un sens. Est-ce qu'on se retrouve à être
plus en sécurité en étant un Oui. Québec pays. Puis c'est important même dans des contextes de catastrophes naturelles. Quand il y a des inondations, on voit souvent l'armée être envoyée. Fait que s'il y a 2 catastrophes naturelles moindrement qui se passent au Canada, là, on est dans le chenoute. Puis c'est déjà arrivé dans le passé qu'il y a eu un problème à ce niveau-là, qu'on calcule les effectifs au Québec, puis je pense que c'était en Alberta, ou je me souviens pas c'était où, qu'il y avait une même catastrophe naturelle au même moment, puis que ça pose un enjeu de là, c'est où qu'on envoie nos troupes, puis on n'en a pas assez. Tandis que si on ramène ça à l'échelle québécoise, on va pouvoir mieux gérer en fonction de nos priorités. Ouais. Ah, puis ça me rappelait à ça, parce que j'ai jasé une fois avec un gars des Forces qui est un souverainiste. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Ouais. S'il y en a ici, dites-les. Mais j'en ai rencontré plusieurs. Puis il me disait, dans les Forces armées canadiennes, il y a quand même un phénomène particulier, c'est qu'il y a une surreprésentation des Québécois dans les Forces. Comme 30% de l'effectif des Forces de l'armée canadienne, c'est des Québécois. Ouais. Vraiment beaucoup plus que notre poids dans la population. Mais il y a une surreprésentation dans les postes de commandement, évidemment. Puis ça serait dû au fait que n'importe quel gars des Forces pourrait en parler. Là. Ce serait le fun d'en avoir un ici, d'ailleurs. Mais c'est que dès que tu essaies de monter, ça devient bilingue. Ça devient bilingue. Fait que il faut que tu aies des cours en anglais si tu es un unilingue francophone, puis là, ça te met des barrières tout le long. Puis on sait c'est quoi le bilinguisme canadien. Ouais, c'est ça. C'est le bilinguisme canadien. Est-ce que tu parles français? Bon, OK. Est-ce que tu parles anglais? Parfait, on va parler en anglais. Puis c'est comme... C'est c'est ça. pas... Puis le bilinguisme, quand tu es au Québec, il est vraiment exigé parce que tu as vraiment un bilinguisme de fait là, dans l'armée, alors que quand tu es en Alberta... Mais même, tu sais, c'est fou de voir comment ils traitent les héros québécois. Tu sais, Léo Major, là, on s'entend, là, vous essayerez de trouver des monuments ou des textes sur le site du gouvernement du Canada. Il y a à peu près rien sur Léo Major. Il y a quelques affaires, là, des fonds d'articles, tandis que c'est le Québec qui a vraiment honoré ses faits d'armes. Là. Alors que c'est pas au Québec de faire ça. Je veux dire, c'est un militaire canadien en principe, à la base. Là. Mais une partie du malaise, c'est probablement... Ma théorie, c'est que c'est parce qu'il a dit qu'il était souverainiste. Je me souviens pas quel des 2 référendums. Là. Fait que, tu sais, pour un militaire, c'est pas... top, là, c'est la ça. couronne. Mais quand même, tu sais, c'est incroyable que ce soit finalement le gouvernement du Québec qui l'honore, tu sais. Alors que, je veux dire, ça n'a pas de bon sens, ce gars-là. On dirait sorti tout droit d'un jeu vidéo, là. Ah oui, il est fascinant, son histoire, on la connaît assez peu, puis c'est un organisateur souverainiste par la suite. Ouais. Fait que c'est où qu'on mettrait cet argument-là? Je le mettrais quand même à B parce que je trouve qu'il est vraiment, mettons, versus la péréquation, qui est quand même daté comme argument, je trouve que lui est quand même actuel. Oui, c'est vrai. Parce qu'il est nouveau. Ouais. On va lui donner un petit point parce qu'il est nouveau. Ouais. Et encore une fois, ça joue un peu sur la peur. Là, il n'y a personne qui va pouvoir nous dire qu'on est de mauvaise foi, là. On est bon. On remplit toutes les cases. On a vraiment un souci là, D'équité. d'équité. Ouais. C'est à cause de toi, Camille. Oui, c'est ça. C'est la convergence des arguments. Bon, on est officiellement rendu à mi-chemin, donc pour bien continuer, Nando, Ouais. ton prochain argument. Alors, ça, là, ouf. Bon, la diversité culturelle et linguistique au Canada. Alors, l'argument va comme suit. Le Canada protège la langue et la culture française, tout en valorisant la diversité. Bon, quand j'ai regardé la liste, moi, je trouvais que ça, c'était le pire. Fait que je vous le dis tout de suite, ça en va dans le E. C'est factuellement faux à tout point de vue. Honnêtement, je sais pas si c'est ChatGPT ou s'il y a vraiment du monde qui ont défendu ça. Parce que s'il y a vraiment du monde qui ont défendu ça, sont dans un autre paradigme en que fait, le mien. il y a là. des fédéralistes qui vont dire si le Québec devient un pays, Ouais. les francophones hors Québec, Ouais. ils vont se retrouver encore plus minoritaires et c'est encore plus isolés. Ça, c'est vrai. Fait que ça, ils le disent. Tu sais, ils l'ont dit en 80, ils l'ont dit, je pense, Ok. en 95, puis ils continuent de le dire. Fait que, ouais, ChatGPT se base vraiment sur... Fait que l'argument dans ce cas-là, ce serait faut pas que le Québec s'en aille parce que les Canadiens français, eux, vont en souffrir. Ouais. Ouais, ben ça prouve leur protection des Canadiens français. Fait que, on va parler pour les Québécois. Moi, j'ai regardé, là, je cherchais des chiffres, je me suis demandé, je trouvais ça absurde. Mais là, je vais juste vous donner, là, quand même. Depuis les années 40, en 1940, il y avait 30% de francophones au Canada. Okay? Aujourd'hui, on est rendu 21%. Fait que déjà 10% À combien d'années? 80 ans. OK. Sur l'ensemble du Canada. Puis ça, c'est avec le baby-boom québécois. Tu sais, on s'entend, là? Dans toutes les provinces, sans exception, à part le Québec, il y a eu une baisse du nombre de francophones. Sans exception. Depuis, puis ça, c'est vrai, c'est pas juste vrai depuis les années 40, ça, c'est vrai depuis la fondation du Canada. Le seul endroit où ça résiste, c'est au Québec.
Fait que, tu sais, de dire que le Canada protège le français, non, le Québec protège le français malgré le Canada. Si c'était le Canada, dans les autres provinces, il y aurait eu le même résultat. Tu sais, il y aurait un maintien ou une faible baisse, comme on connaît en ce moment au Québec, là, ce qui est un enjeu, mais c'est pas comparable. Puis la dernière chose, c'est par rapport à l'immigration. Tu sais, le Canada, c'est un pays fondé sur l'immigration. Aujourd'hui, 100% de la croissance démographique du Canada, c'est basé sur l'immigration. Là, on n'a pas de chiffres précis, OK? Puis je me suis gossé avec ça, mais je vous fais le raisonnement. Il y a 8,3 millions d'immigrants au Canada en ce moment. Okay? Immigrants, voulant dire, les gens sont peut-être devenus Canadiens ou Québécois depuis, là, mais ils ont immigré dans leur parcours, comme mon père, par exemple. Il y en a 1,2 au Québec. Au Québec, sur ce chiffre-là, il y a à peu près 50% des gens qui ont le français comme première langue. Au Canada, en dehors du Québec, c'est 4% des gens qui ont le français comme première langue. Ça fait que, si tu fais une moyenne, on est à peu près, au Canada, 10% des gens qui viennent au Canada ont le français comme première langue. Mettons qu'on est gentil, puis qu'on se dit qu'il y en a, je sais pas, une part importante là, qui apprend le français par la suite, ce qui n'est pas vrai dans le reste du Canada, mais mettons, on arrive à 12-13% de l'immigration au Canada qui parle français. Fait que là, si on me dit que le français a de l'avenir au Canada quand seulement 12% de la population parle français, alors que le poids des francophones, c'est 21%, je pense qu'il ne fait pas bien les maths. Là. C'est évident que l'avenir du français au Canada est un déclin. C'est mathématique, c'est démographique, c'est indiscutable. Ah oui, puis la preuve de ça, c'est comme je disais tantôt, l'argument fédéraliste qu'ils disent, c'est que si vous partez, ça va être pire. Fait que ça repose seulement sur nos épaules. Fait qu'ils savent qu'il y a un déclin, mais ça va être encore pire si vous partez. Fait que ayez pitié des francophones hors Québec, puis restez pour les défendre. Puis ça devrait pas reposer sur le dos des Québécois. Le bilinguisme canadien, ça devrait aller de facto, puis ils devraient eux-mêmes, ça devrait être la responsabilité du fédéral. Puis on le voit qu'ils l'assument pas, cette responsabilité-là. Là. Ah, il était tout fier. Le dernier plan d'immigration, Trudeau, là, il visait 4% de francophones. Puis là, ils sont vraiment contents de l'avoir atteint. Là. Parce que là, 4%, c'est maintenant. Hein? Je sais pas, il y a 10 ans, mais ça, c'était un objectif du gouvernement. Puis ils étaient fiers d'avoir atteint 4% de francophones hors Québec. Là, tu te dis, waouh, c'est ça leur but. Là. Je veux dire, quand on dit le Canada protège... Non, le Québec protège le fait français au Canada. Ça, c'est un fait. Puis on a de la misère. Notre poids démographique décroît de façon rapide. Fait qu'il n'y a aucun avenir pour le français au Canada. Je pense que la démonstration est faite. Fait que c'est un argument de marde. Pas d'autre façon de le dire. C'est dit. Ouais. Non, puis c'est toute l'histoire du Canada. On le voit à travers... dès la conquête britannique, là, ils ont tout fait pour nous assimiler. Puis après ça, avec le rapport Durham, on était vu comme un peuple sous-éduqué, pas de culture. On a toujours été méprisés à travers l'histoire. Puis encore aujourd'hui, on en parlait dans l'armée canadienne avec l'exemple que tu mentionnais tantôt. Le bilinguisme n'est pas appliqué. Les ministres au cabinet Trudeau, je suis pas mal sûr que la plupart des ministres francophones sont bilingues. Puis la plupart des ministres anglophones ne le sont pas nécessairement. Puis fait que le bilinguisme canadien n'est pas appliqué du tout à l'échelle canadienne. Il y a eu une ministre, ça c'est bon, il y a eu une ministre canadienne qui était unilingue francophone, c'est Ginette Petitpas-Taylor. Oui. Elle est encore ministre. Elle a appris l'anglais depuis. Ah. Mais toutes les ministres là, anglophones, moi je le sais, là, je travaille à Ottawa, là, j'en vois plein des ministres. Là. Il y en a encore plein. Là, je peux les nommer, là, je m'en fous. Kamal Khera, elle parle pas un mot de français. Suds, elle parle pas un mot de français. Ça fait 4 ans qu'ils sont ministres, ils parlent pas un mot. Il y en a qui font des efforts, là, que je vais pas nommer parce que, bon... Mais il y en a qui apprennent le français, que je fourre quand même. Mais il y en a, pas un mot! Pas un mot! Ça fait 4 ans que tu es là, tu parles toujours pas français. La seule ministre francophone, évidemment, il fallait qu'elle parle anglais. Leur conseil, ça doit être 100% en anglais. Puis c'est ça. Il y a peut-être un aspect qu'on n'a pas couvert, c'est le côté de la diversité culturelle. Ouais. C'est vrai que... on dirait qu'il y a beaucoup de personnes issues de l'immigration qui ont le sentiment que le Canada les protège, entre guillemets. Puis, tu sais, qu'il y a comme une opposition entre le gouvernement du Québec puis le gouvernement canadien, puis comment mes droits vont être protégés dans le cadre d'un Québec indépendant. Tu sais, je pense que c'est quand même un aspect qui est important parce que on veut quand même faire un Québec où les gens se sentent en sécurité, justement, où se sentent inclus, puis il va falloir qu'on trouve une façon de contrecarrer cet argument-là que des personnes de minorités visibles vont être moins en sécurité, entre guillemets, au Québec qu'ils le sont au Canada, tu sais. Puis je pense que
les libéraux jouent beaucoup là-dessus, justement, sur la carte de la diversité culturelle et tout, puis que, tu sais, avec les réponses qu'ils offrent au gouvernement du Québec, je pense que ça confirme ce biais-là. Ben, tu sais, je pense qu'il va falloir aussi qu'on offre une réponse à ça, parce que, oui, on est d'accord avec la laïcité, oui, tu sais, je veux dire, il y a des positions qu'on a prises qui sont en train de devenir des consensus québécois, puis c'est parfait, mais aussi, tu sais, va falloir qu'on clarifie comment, tu sais, justement à travers la Constitution, là, je pense que la Constitution, ça va être une super belle opportunité, je pense, de mettre sur papier le cadre d'intégration pour tous les Québécois, incluant aussi, tu sais, les personnes LGBT, les femmes et compagnie. Puis ça, je pense qu'on est resté sur un côté vraiment abstrait de la Constitution. Tu sais, même on parle du processus constituant et tout. Des fois, on oublie de dire que c'est pour écrire une Constitution, là, tu sais. On est vraiment comme focus sur le processus, mais dans les faits, oui, c'est important le processus, mais comme, faut le dire, quand on va réécrire la Constitution, du Québec indépendant, elle va inclure la Charte des droits et libertés du Québec. Fait qu'elle va assurer des droits pour l'ensemble des personnes habitant le territoire, pour l'ensemble des personnes citoyennes ou pas. Fait que, tu sais, on se retrouve pas dans un univers de non-droit après l'indépendance, là, tu sais. Une des premières actions qu'on va prendre quand on va devenir un pays, on va avoir une loi transitoire. Ouais. Fait que, tu sais, on va pas se retrouver du jour au lendemain, genre le meurtre illégal ou, tu sais, on va pouvoir être raciste. Non, tu sais, je veux dire, on va avoir des lois, tu sais, seconde 1, c'est ça qui va déclencher le processus. Fait que, tu sais, je pense qu'on aurait intérêt à le mettre plus de l'avant, qu'on se retrouve pas dans une situation chaotique, en fait. Puis je pense qu'on s'est tellement fait vendre le multiculturalisme comme le symbole ultime de l'ouverture d'esprit. Alors qu'au final, je pense que nous, au Québec, on opterait plus pour l'interculturalisme. Au final, je pense que c'est important de se créer quelque chose en commun et qu'on soit pas tous... qu'on bascule pas dans le communautarisme, que chaque communauté se parle pas entre eux, puis qu'il y ait au final rien qui nous lie entre nous. T'sais, moi, je pense qu'au contraire, au final, ça démontre encore plus d'ouverture d'esprit de vouloir créer un commun. Je pense qu'au final, c'est nécessaire pour qu'un peuple ait une direction, un projet de société. Donc, je pense que ça, tu parlais tantôt qu'il faut mettre ça de l'avant, justement, que tout le monde embarque dans le bateau, puis qu'au contraire, les gens se sentent accueillis dans cette démarche vers l'indépendance, puis se dire, ce pays-là, c'est pour tout le monde qui habite au Québec. Oui. Oui, il me semble que c'est ça la piste à poursuivre, parce que comment dire, il y a le modèle canadien qui est une proposition, tu sais, de production de vivre ensemble. Je vais dire ça comme ça. On en a une alternative au Québec, puis je pense qu'elle fonctionne mieux, puis elle assure plus de stabilité, puis moins de changements drastiques. Tu sais, au Québec, ça fait au moins depuis 2018 là, qu'il y a quand même un discours dans la population, une demande de la population pour dire il y a trop d'immigration, c'est un danger. Là, que ce soit vrai ou pas, mais il y a ce discours-là. Ça, c'est un fait. Il y a trop d'immigration, c'est un danger pour la nation québécoise. OK? Ce discours-là est possible parce qu'on a notre cadre ce qui est politiquement correct à dire. Puis ça, on a le droit de dire ça au Québec. Au Canada, tu n'as pas le droit de dire ça. Jusqu'à tout récemment, où tout d'un coup, la mairesse de Toronto, il y a genre, je sais pas, 1 an, est arrivée puis elle a dit à Trudeau, je vais t'envoyer la facture de tous tes demandeurs d'asile que tu envoies à Toronto parce qu'on peut plus payer. Ça faisait 6 ans que les Québécois se faisaient traiter de xénophobes partout au Canada. On n'arrêtait pas de dire... C'était dans le Calgary... C'était partout, là. C'était vrai, là. Il y avait vraiment un discours, genre, les Québécois sont xénophobes. Ils parlent d'immigration, aïe, aïe. Là, il y a 1 an à peu près, la mairesse fait ça. Tout d'un coup, ça devient tout à fait acceptable de parler d'immigration au Canada. On découvre que 60% des Canadiens, excluant les Québécois, là, veulent des réductions de l'immigration. Puis Poilievre se met à dire on va réparer l'immigration. Parce que lui, il veut tout réparer. Il y a un marteau puis un clou. Là, il répare tout. Fait que là, ils vont tout réparer. Tu sais, ce modèle-là multiculturaliste va causer des modifications drastiques et rapides de comportement de la population puis de l'État face aux immigrants, alors que notre modèle est beaucoup plus stable et durable, je pense, dans le temps. Si on dit... les droits sont protégés, mais je veux dire, si nous, on assume que ces sujets-là sont des sujets de discussion valables par rapport au modèle canadien typique. Fait que moi, je pense que faut pas avoir peur d'affirmer le modèle qu'on a, puis de le proposer aux gens, puis de parler des avantages. Il y a des désavantages. C'est sûr que c'est plus exigeant, un modèle comme ce que le Québec veut faire, c'est-à-dire une nation, puis de tous partager un devenir commun qui n'est pas juste basé sur...
le chèque que le gouvernement va t'envoyer. Mais il y a aussi des avantages, c'est-à-dire à long terme, il y a plus de stabilité, il y a plus de production de vivre ensemble. Puis je pense qu'il faut l'assumer, puis il ne faut pas avoir peur de le dire. Notre modèle est plus viable et durable, je trouve. Absolument. Je pense qu'on approuve tous la position où est-ce que tu as mis ça. Voilà. Oui. Mais non. On cherchait une validation dans les contacts. Marc-Antoine. Oui. Quel est ton prochain argument fédéraliste? Mon prochain, c'est... donc, ChatGPT m'a donné, c'est le Canada dispose d'accords commerciaux et diplomatiques dont le Québec profite. C'est un argument qu'on a un peu évoqué à travers notre discussion, notamment avec la sécurité et la défense. Bon, c'est vrai qu'on fait partie du Canada. C'est vrai que le Canada signe des traités en notre nom, au nom du Canada en entier. Est-ce que c'est à notre avantage? Moi, je pense que non. Parce que quand le Canada négocie sur la scène internationale, que ce soit sur l'économie, sur les finances ou sur des questions de sécurité, bref, sur l'environnement, il ne parle pas au nom du Québec. Il parle au nom de l'ensemble canadien, puis tu l'as dit tantôt brillamment, Camille, les valeurs, les visions, notre façon de voir le monde entre le Québec et le Canada, c'est souvent différent. Fait que quand le Canada nous représente à l'étranger, c'est souvent peu représentatif de la réalité québécoise. Donc, si on devient un pays, on va pouvoir porter notre voix unique et propre à travers le monde. Puis, il y a des fédéralistes qui vont pouvoir nous répondre, oui, mais le Canada a plus d'influence que ce que le Québec pourrait avoir. Bon. Si c'était vrai, le Danemark ne serait pas un pays, la Suède ne serait pas un pays, la Finlande ne serait pas un pays. Puis là, on peut passer 20 minutes à faire la liste des pays qui sont de la taille ou moins populeux que le Québec, puis qui ont une influence, une comparaison comme le Québec. Donc, c'est pas vrai que le Canada a énormément d'influence. Puis, quand, justement, il négocie, il parle au nom de l'ensemble canadien, puis ça ne nous représente pas. Donc, moi, je pense que c'est un mauvais argument. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, je pense aussi. Je pense que quand tu as une table de négociation, tu es toujours mieux de négocier pour toi-même que de laisser quelqu'un d'autre le faire. Là. Puis les intérêts sont tellement divergents. Tu sais, un des plus gros enjeux, mettons, il y a 2 producteurs d'énergie au Canada. Il y a le Québec puis l'Alberta. On ne produit pas du tout la même énergie. On est des gros producteurs d'énergie. Mais si demain... Ça, c'était drôle. Là, Doug Ford, je ne sais pas si vous avez vu, il est sorti pour dire on va arrêter d'envoyer du pétrole. Oui, c'est ça. Ça ne va jamais arriver. Ou quand il disait on va couper l'approvisionnement en énergie, j'étais comme says who, genre. Ouais, c'est ça. Toi, tu fais quoi là-dedans? Genre, c'est cool, mais. Fait que. Ce que je voulais dire, c'est que c'est 2 intérêts divergents. Si un jour, là, il faut que Poilievre, là, parce que ça va être lui, arrive puis négocie avec Trump, là, puis qu'il a le choix entre couper l'hydro ou l'aluminium québécois ou couper le stade de l'Alberta. Comme tout le monde sait c'est quoi la réponse, là, on sait c'est quoi qui va se passer. On n'a pas intérêt à voir nos intérêts, justement, être défendus par... Pierre Poilievre. En fait, c'est que on a accès à des ressources qui sont tellement stratégiques que... En fait, même ça me fait peur de savoir que c'est le Canada qui a ça entre les mains. Tu sais, tu as parlé de l'hydroélectricité, mais je veux dire, l'accès à l'eau potable, l'accès à du territoire, parce que malgré tout, même si on se retrouvait avec un territoire plus petit, on aurait juste le territoire du Québec au lieu de celui du Canada, on serait quand même un des plus gros pays dans le monde, tu sais, en termes de territoire. Puis l'accès à du territoire, c'est hyper stratégique. Aux minerais, tu sais, au bois... puis le fait aussi que, comme on a un territoire qui est très vaste, on va nécessairement être moins affecté par la montée des eaux avec la crise climatique. Fait que, tu sais, dans le fond, on a tellement des accès stratégiques pour l'avenir versus d'autres provinces qui, finalement, sont un peu dans des industries du passé. Je voudrais même pas... Moi, je suis pas en confiance avec le Canada pour qu'il s'occupe de nos intérêts comme Québécois parce qu'ils vont penser aux intérêts de l'ensemble de leur province. Puis, dans les faits, il va falloir qu'on se retrouve... C'est même pas impossible, selon moi, qu'on se retrouve dans une situation où on finirait par payer de la péréquation. Tu sais, quand on parle d'avenir, là, on parle, mettons, sur 100 ans. Là. Tu sais, à l'origine, on en payait. Hein. Ça, les gens, les Albertains, ils passent leur temps en disant on paye pour vous. Au début, on a payé... on a payé leur dette quand on a fait ce pays-là. On l'oublie vite. Puis après, on a payé de la péréquation pendant 30 ans, là, tu sais. Exact. Puis, je veux dire, ils ont fait le choix de ne pas avoir d'impôt provincial. Fait que ça, c'est leur problème. Fait que... Les subventions pétrolières, on participe à ça aussi. 10 milliards par année. Man. Les pipelines qui ont été achetés. C'est quand même hallucinant. 10 milliards. Tu sais, tu finances une industrie, je sais pas c'est quoi les taux. C'est une rente, là, le pétrole. Une fois que tu creuses le puits,
t'as pas de coût supplémentaire, il faut juste que le pétrole sorte. 10 milliards de subventions pour creuser des puits. C'est ça qu'on paye. On paye 2,5 milliards par année au Québec. Là, tu sais, je veux pas qu'on soit une monnaie d'échange, c'est ça l'affaire. Ouais. Puis j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de devenir ça, tu sais. Face aux autres pays, parce que comme tu l'as tellement bien dit, Doug Ford, c'est comme, OK, il veut couper l'électricité, mais ils en produisent à peu près pas. Là, Hydro-Ontario, là, Ils nous en achètent. Ouais, ben, c'est ça, là, par rapport à Hydro ou au pétrole albertain, c'est rien, là. Fait que c'est même stratégique, je pense, de vouloir accéder à l'indépendance. Puis après ça, le fait de vouloir être une plus petite nation, c'est pas interdit. Tu sais, on n'habite toutes pas à Montréal. Puis c'est pas parce qu'on n'habite pas à Montréal que les villes sont pas moins légitimes, sont pas mieux organisées, sont pas plus saines, ont pas plus leur place dans la discussion de toutes les villes du Québec. Mais c'est la même affaire. Tu sais, on peut aussi vouloir être une plus petite nation, efficace, bien organisée, qui vit bien, juste parce que c'est légitime de le faire. L'objectif final des nations dans le monde, là, c'est pas juste d'être la plus grosse, la plus productive, la plus puissante. Notre but, c'est pas de devenir les États-Unis, on s'entend. C'est juste d'être bien puis d'être en cohésion avec ce qu'on est comme Québécois. Fait que ça m'énerve, moi, cet argument-là. On veut juste être cohérent avec soi-même, puis c'est pour ça qu'on veut négocier nous-mêmes nos accords économiques. C'est pas pour faire plus de cash, là, ouais, c'est très, 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 très bien résumé. Puis on aurait beaucoup plus d'influence dans le monde comme pays plutôt que simple province canadienne, parce que là, on doit se battre à défendre nos points face à un gouvernement fédéral qui va nous écouter parfois, qui va pas nous écouter parfois. Ouais. Mais si on était un pays, ben, on sauterait cette étape-là, puis on irait directement sur la... Oui. Puis les petites nations aussi, c'est elles qui peuvent se permettre de prendre plus de risques quand il y a des enjeux internationaux compliqués, comme la Palestine. C'est des petites nations, finalement, qui ont pris des positions La plus... Norvège. Oui, exact. L'Irlande, ils ont pris position pour, en fait, reconnaître la légitimité des Palestiniens. Ils ont reconnu l'indépendance... ils ont demandé à ce que... aidez-moi, je m'excuse. Ils ont demandé à que l'État palestinien soit reconnu. OK, c'est ça. Je m'en allais dire. Puis, tu sais, ils peuvent se permettre ces positions-là plus risquées qui mettent de la pression sur les grands États. Puis en ce moment, quand même qu'on voudrait mettre de la pression, parce qu'on l'a vu dans les sondages, les Québécois sont plus sensibles à la situation des Palestiniens que les Canadiens. Quand même qu'on voudrait mettre de la pression sur la diplomatie canadienne, tu sais, je veux dire, sont bloqués non seulement à l'interne, mais aussi le Canada par rapport à leur relation avec les États-Unis et Israël, notamment. Fait que, tu sais, on pourrait jouer autrement nos relations internationales, alors qu'en ce moment, on la joue par rapport au Canada avec, finalement, une influence qui est assez moindre. Mais au Québec, j'ai l'impression qu'on a une vision du monde comme si le monde, c'est... Puis pas tous les Québécois, là, mais c'est comme si les relations internationales, c'est les États-Unis. Puis on se compare aux États-Unis. Ouais, c'est vrai, c'est un grand pays, les États-Unis, puis on se dit, hey, on serait jamais un gros pays. Nous, on est ben trop petits. Mais quand on regarde l'Europe, là, il y en a plein des plus petits pays que le Québec. Là. Le pays, même quand... Le pays du Québec, si on fait l'indépendance demain matin, ça va être un plus grand pays qu'une bonne partie des pays, quand on prend les facteurs économiques, quand on prend les facteurs de population, quand on prend la superficie, quand on prend tous les facteurs, le Québec va être une nation riche, une grande nation, puis une nation qui va avoir quand même une influence importante, considérable, beaucoup plus que plein d'autres pays dans le monde. Fait qu'il faut arrêter de juste se comparer aux États-Unis puis au Canada, tu sais. Puis au final, tu as mentionné tantôt des pays, les pays scandinaves, souvent on va penser à leur modèle. Il y a bien des pays qui vont s'inspirer de ce qu'ils font là-bas, mais j'ai l'impression que le Québec pourrait être également une source d'inspiration à travers le monde. J'ai l'impression qu'on pourrait développer une fierté à développer un modèle plus vert, vraiment plus axé vers le futur, puis qui au final nous permettrait d'avoir, comme tu le disais, une influence encore plus grande sur d'autres États. Puis au final, de pouvoir également avoir une voix honnête et sincère à l'ONU, par exemple, ou pouvoir faire partie de l'accord de Paris, de pouvoir vraiment parler, de sentir que les gens qui nous représentent, nos diplomates, que ce soit vraiment des gens qui... on ressent en tant que Québécois qu'on est représenté à travers les positions qu'on prend sur les enjeux qui concernent l'ensemble de la planète. Je pense pas que c'est un sentiment qu'on a. Puis ce sera des gens qui connaissent la réalité québécoise. Ouais. Parce qu'il y a plein de diplomates canadiens qui ne connaissent pas la réalité québécoise, exact, qui ne parlent pas français, qui ne connaissent pas nos valeurs, qui ne connaissent pas nos visions, qui ne connaissent pas notre langue. Bref, ils nous ne représentent pas. Cessons de laisser d'autres personnes parler en notre nom. Fait que moi, je pense que c'est l'un des pires arguments pour les fédéralistes, puis c'est l'un des meilleurs arguments pour les souverainistes. Et c'est pourquoi je le mettrais dans le E.
Prenons Voilà, notre c'est place dit. dans le monde. Moi, ça me fait hérisser le poil quand j'entends qu'on pourrait, dans le sens positif, mais qu'un jour, on aurait notre beau drapeau à l'ONU, puis on aurait À notre... East River. Ce serait tellement les Jeux incroyable. Ah, aux Jeux olympiques. Ça, c'était beau. On a vu, moi et Marc-Antoine, là, les jeunes qui revenaient du Bahreïn. Ouais. Du Bahreïn. Puis, en fait, ils ont défilé là, dans le... Dans le stade. Ouais, dans le stade, là, quand les athlètes sont arrivés. C'était tellement beau là, de voir nos couleurs. C'est comme... Ah. Parce qu'il y a eu des Jeux olympiques de jeunes Ouais. au niveau scolaire, puis le Québec a eu une délégation. Ah le ouais? Canada, je pense, n'avait même pas de délégation parce qu'avant, la délégation On les a canadienne... annexés, en fait. Ben, la délégation canadienne, c'est la délégation québécoise. Ouais. C'était pratiquement juste des athlètes québécois et québécoises. Puis là, ils se sont dit, bon, ben voyant ça, nous, on va mettre la pression. On veut une délégation québécoise ou on n'y va pas. Puis ça s'est passé. Wow. Ouais. Allez voir ça sur les réseaux sociaux, Fondation Équipe Québec. Voilà. Ah, moi, c'est mon petit rêve, le moment personnel. Là. On fait de la croissance personnelle. C'est un de mes rêves absolus, c'est genre de voir mon gars jouer dans une équipe. J'aimerais que ce soit au hockey, mais ça risque d'être au soccer parce que je suis meilleur au soccer qu'au hockey. Mais dans une équipe nationale du Québec avec son nom de famille en arrière. Je serais tellement fier si on faisait ça. Là, j'ai réussi à tous les points de vue dans ma vie. Tu sais. On va y travailler. Ouais. Fait un autre argument pro-souveraineté, la fierté de Nando. Mais la fierté de Nando de voir son gars jouer dans l'équipe du Québec. 100%. Donc, prochain argument, ça va être Camille qui va nous parler de son dernier argument. C'est sur les risques de polarisation et de division interne. Parce que, tu sais, on s'entend, on veut se séparer, donc ça divise les gens. Puis, Ah, ben oui. puis on va tous se chicaner dans la rue parce que les familles vont se briser à cause du débat souverainiste. Je peux comprendre que peut-être qu'en 95 ou en 80, je veux dire, ça s'est passé pour de vrai. Sauf que là, tu sais, c'est plus juste les familles qui sont divisées, qui sont polarisées, la société, puis partout dans le monde est hyper polarisée. Fait que c'est même pas une question d'indépendance, en fait, là. C'est une question de la politique en ce moment. Tu sais, juste tout ce qui c'est... on parlait des podcasts de coach de vie, là, mais ça m'a fait penser aux influenceurs masculinistes. Puis, tu sais, tout le fait que chez les jeunes, les hommes sont plus conservateurs, les femmes sont plus progressistes dans la génération Z, tu sais, ça, c'est hyper... Je trouve que c'est bien plus épeurant qu'en fait, un projet de société comme l'indépendance du Québec, tu sais. Ouais. Fait que... Puis tous les projets se répondent essentiellement par une position ou par une autre. Puis ça, c'est pas juste l'indépendance du Québec, c'est que tu as deux choix, ou en tout cas une diversité de choix. C'est pas ça en tant que tel qui génère de la polarisation. Ce qui génère de la polarisation, ça va être des types de discours hyper clivants. C'est la division qu'on va faire entre des personnes et leurs origines, parfois. Ça génère de la polarisation, mais le projet d'indépendance en tant que tel génère pas de la polarisation, dépendamment de comment il est présenté, c'est sûr. Fait que je comprends, mais tu sais, ça aurait été probablement un bon argument comme en 80 ou en 95. Là. Fait que, tu sais... Mais même là, en 80 puis en 95 ou en 76, quand il y a eu l'élection du Parti québécois, tout ça s'est fait pacifiquement, tu sais. Parce qu'on parle de division interne, là. Il n'y a pas eu personne dans les rues avec des mitraillettes puis qui s'assirait dessus. Il n'y a pas eu de guerre civile, tu sais. Arrêtons de faire peur aux gens. Là. Tout ça se passe démocratiquement, tout ça se passe pacifiquement. Les Québécois sont des gens très démocrates, justement, qui respectent les décisions populaires. Puis, fait que moi, je vois pas de risque de division interne. Là. Je pense que on va dire un peu trop. Là. C'est avec quand Rémi est venu. Quand il a dit ça, j'ai trouvé ça tellement vrai. Tu sais, il nous racontait, il disait, le soir du référendum, on avait le chef de notre État qui était en train de nous dire on s'est fait voler. Parce que c'est ce qui est arrivé. Puis le monde allait chercher leurs bonbons. Puis il s'est rien passé. Là. Ouais. Je veux dire, c'est quand même fou là, qu'on ait. On est à ce point-là pacifique. Puis même, c'est peut-être un problème rendu là, mais on est à ce point-là pacifique. On peut-tu... Même en Catalogne, tu sais, je veux dire, ils ont extradié leur président. Là. C'est un premier ministre en Catalogne? C'est un président. Un président, oui. Président régional, il appelle ça, je pense. Tu sais, c'est comme... ils en ont fait un criminel. Puis on s'entend, la population a été quand même... tu sais, il n'y a pas eu une révolte armée, justement, là, tu sais. Fait que on est dans des pays démocratiques. Fait que ça va bien se passer, puis ça se peut qu'on gagne, puis ça se peut qu'on gagne pas, là. Puis je veux dire, on a prouvé par 2 fois que les Québécois étaient respectueux de l'issue du référendum. Ça va être encore le cas la prochaine fois. Reste à voir si le Canada va être aussi respectueux dans le cas d'une victoire du oui. Ça, moi, j'en doute. Mais... J'ai envie de creuser dans cet argument-là, si tu me le permets, parce que je trouve ça intéressant. Dans le fond, ce que ça dit, c'est
il va y avoir de la division, on a peur du conflit. Tu sais, c'est un peu à ça que ça fait appeler, c'est qu'on veut pas de conflit. Mais le conflit, c'est pas un problème en soi si c'est dirigé de façon positive vers une issue. Tu sais, C'est des la fois, base de la démocratie aussi. ouais, je veux dire, moi, avec ma blonde, des fois, on n'est pas d'accord sur quelque chose, là. Puis si moi ou elle, on le disait pas à l'autre, ben, on mettrait ça sur le tapis, puis là, on accumulerait de la frustration, tu sais, ou avec un ami, ou avec un parent. Vaut mieux avoir des moments identifiés comme un référendum, où on va mettre le conflit sur la table entre les gens qui sont d'accord, pas d'accord, on va exposer les arguments de chacun, on va prendre une décision, puis on va aller de l'avant, à la place de vivre des frustrations constamment, puis qu'on repousse, puis « Ah, faut pas de référendum. » L'autre, la pire chose qu'on pourrait faire, c'est d'en tenir un. Ben là, c'est OK, on parle plus, on discute On plus. fait plus d'élections. Tu sais, rendu là, la pire chose, ce serait de faire une élection, là, c'est ça. C'est absurde. Je pense qu'il faut accepter le conflit comme étant essentiel à la démocratie, puis au bon vivre ensemble pour régler les problèmes qu'on a. Vous pensez quoi des gens qui se disent indépendantistes ou qui voteraient oui, mais qui veulent pas de référendum parce qu'ils se disent on va le perdre? Moi, j'ai vu ça récemment sur Twitter. Il y a j'ai eu un petit débat avec quelqu'un qui me disait ouais, je serais dans le camp du oui, mais je suis pas pour le Parti québécois parce que je veux pas de référendum, parce qu'on va le perdre. C'est sûr qu'on va le perdre. Fait qu'on fera pas de référendum. Puis Éric Duhem disait la même chose à Mathieu Bock-Côté. Tu sais, moi, il était dans le camp du oui en 95. Il est quand même nationaliste. Il y a des tendances indépendantistes, mais il veut pas de référendum parce qu'il pense qu'on va le perdre. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, c'était vraiment présent dans le discours souverainiste des années 2000, j'ai l'impression. Puis je pense que c'est vraiment ça qui a fait en sorte qu'on a été incapable de sortir de notre traversée du désert pendant des années. On appelle ça la bouchardite aiguë. J'osais pas, mais... ben, Je me permets. ben, non, mais tu sais, c'est comme... justement, quand tu es entrepreneur, tu lances pas un projet en disant « J'aimerais vraiment ça, faire ça, mais je prendrai aucune action pour le faire. Tu sais, quelle façon exceptionnelle Il va de rien se passer. pas mobiliser personne. Mm. Tu sais, c'est comme, ben, tu m'appelleras quand tu seras prêt à le faire pour de vrai. Fait que, bon. Mais bref, pour ces gens-là qui sont comme des électeurs un peu... Tu sais, dans les faits, là, ce monde-là, là, je pense que c'est un discours de peur. Puis s'il y a un référendum, on sait qu'ils vont voter oui. Ouais. La volonté de tenir un référendum ou pas dépend pas de ces gens-là. Fait que, selon moi, ce qui est important, c'est qu'on ait des leaders politiques qui sont prêts à aller de l'avant puis à mettre des moyens pour réaliser l'indépendance. Puis ça va être un argument contre la peur, contre la stagnation, contre la crainte de perdre un prochain référendum. Parce qu'on ne pourra pas, tu sais, dans les faits, la responsabilité d'aller de l'avant ou pas ne dépend pas de ces individus-là. Puis il y en a, je pense, vraiment beaucoup là, qui disent « Ah, moi, je ne veux pas qu'on ait un référendum. » Dans les faits, tu vas voter oui, on le sait, merci beaucoup. Fait que ouais. Oui, c'est bien répondu. Je pense aussi qu'on s'en va vers ça. Puis tant mieux si ces gens-là votent pour le oui, puis tant pis s'ils ne sont pas des référendistes, mais il va y en avoir une consultation populaire, donc l'important, c'est qu'ils soient dans le camp du oui. Puis je pense qu'au final, les conditions gagnantes, faut pas les attendre, faut les créer. Puis veux pas, si tu organises pas éventuellement un référendum, s'il y en a pas, ben tu peux pas vraiment trancher sur la position. Puis on parlait de division interne. Moi, j'ai l'impression qu'un référendum avec un résultat un peu plus, si on peut dire, franc que ceux qu'on a vus en 95. Tu sais, je veux dire, c'était du 50-50, il y a peut-être eu de la magouille au niveau du fédéral. Tu sais, je trouve que c'est pas vraiment un dénouement qui est convaincant. On n'a pas choisi le fédéralisme avec de l'enthousiasme. Donc, moi, j'ai l'impression que si on organise un référendum, puis qui est gagnant, ben, on est dans un scénario où est-ce que là, on va arrêter de se diviser sur est-ce qu'on est fédéraliste, est-ce qu'on est souverainiste. Là, on va juste se concentrer sur bâtir une société. Ouais. Et mettons qu'on va dans l'autre scénario et que c'est 60% non. Ça se peut. Bien, rendu là, on va se concentrer à comment on peut défendre les intérêts du Québec au sein du fédéralisme, comment on pourrait peut-être même essayer de réformer le fédéralisme, même si on a vu à plusieurs reprises que ça ne fonctionne pas, mais au moins, on va avoir une direction claire. Tandis qu'en ce moment, là, ça fait des années qu'on est encore un peu traumatisé de 95, pas trop convaincu de ce que ça voulait dire au final. Fait que je pense, tu sais, il y a beaucoup de gens qui se sont pas prononcés sur la question. Je sais pas c'est quoi, c'est rendu la statistique, là, en 95, mettons, ceux qui ont 18 ans, si on regarde ça aujourd'hui, on est rendu en 2024.
Mais il y a vraiment beaucoup de monde au final Je pense qui que ont... la majorité de la population aujourd'hui qui ne s'est pas prononcée en 95. Ah ouais? La majorité des Ah ouais. électeurs, peut-être. Ben, ça va exactement. dans le sens, Tu sais, Oh my God. Je me souviens plus, mais j'ai vu un chiffre là. Ben, les millénaux sont beaucoup, hein. On est comme Ouais, ouais. 2,4 Ouais. millions, là. Ça fait beaucoup d'électeurs. exact. Donc, je pense que ça pourrait être un bon moment de se prononcer. Je pense que les conditions se créent. Je pense que les politiciens également qui en parlent de façon vraiment plus convaincue. Je veux dire, on le voit, là, vous le vivez tous en étant en politique active. La souveraineté du Québec, c'était pas un sujet qu'on abordait aussi fréquemment dans l'actualité qu'aujourd'hui. Donc, pour répondre à ton argument, je pense que c'est le bon moment. Puis, mais on va tout faire au final pour pas le perdre. Je pense pas que c'est en étant dans la peur nécessairement qu'on va faire avancer ce projet-là. Donc, c'est ce que j'aurais envie de dire à ceux qui toute pensent façon, ça à la maison. Quand on donne une chance aux fédéraux, on est tout le temps déçus. En 82, tu sais, après le référendum de 80, on l'a perdu à, je pense, c'est 60 ouais, c'est ça, 60-40. Donc, on passe ce référendum-là avec René Lévesque. Il donne une chance. Il va négocier avec les premiers ministres des autres provinces et avec le fédéral. On se fait avoir, on se fait trahir. Il négocie dans notre dos, alors que René Lévesque avait bâti un consensus avec les autres provinces. On se fait trahir. Après ça, en 90, on donne une autre chance au fédéral. Puis là, on espère, là, tu sais, on espère. On négocie de bonne foi. Puis encore là, on est déçus, tu sais. Fait qu'arrêtons de donner des chances à des gens qui ne veulent pas changer. Puis c'est correct, on s'entendra pas. Le cadre constitutionnel, puis là, c'est pas juste une question de souverainisme puis de fédéralisme au Québec, là. Même les premiers ministres fédéralistes, Jean Charest, Philippe Couillard, François Legault, personne n'a voulu signer la Constitution canadienne. Mais il semble que c'est un pas pire signe que hey, ce pays-là fonctionne pas puis les Québécois ne s'y sentent pas chez eux. Peut-être que ça serait le temps de faire notre pays à nous. D'avoir tous les problèmes qu'on a en ce moment, si le fédéralisme fonctionnait, on serait au courant. Ça fait assez longtemps que ce modèle-là est en place. Ça fait assez longtemps qu'on essaie de le réformer. Je pense qu'on peut arriver à la conclusion qu'il y a une autre avenue qui est possible et qui est peut-être favorable au final pour le peuple québécois. Absolument. Fait que c'est où qu'on classe cet argument? Tu y vas au feeling. Ouais, c'est ça. Moi, je dirais... je dirais c'est parce que il est quand même actuel. Mais je trouve qu'on fait le tour assez vite. Puis je pense que les gens ont plus peur de cette polarisation tant que ça, parce que c'est tellement présent dans les médias, en fait, que ça fait comme partie du quotidien maintenant, là. Fait qu'à côté de ça, la question nationale a l'air tellement, tu sais, tranquille. Imaginez X pendant une campagne référendaire. Ça va être l'enfer. Oh, mon Dieu. Ça va être l'enfer. Le fédéral va créer des bots en Russie, puis en tout cas, j'ai hâte de Oh, mon voir Dieu. comment ça va se passer. Maintenant, Nando, Ouais. les coûts de la transition, c'est le prochain argument que tu dois analyser. Ouais. Ça nous est présenté comme ça. L'indépendance entraînerait des coûts importants pour créer de nouvelles structures étatiques. Moi, quand j'ai entendu ça, ça a fait tiquer en moi l'entrepreneur. Je me suis dit, oh! Il me semble que quand j'entends ça, c'est genre, j'entends pas j'entends des problèmes, mais j'entends surtout des opportunités. J'étais comme, wow, des nouvelles structures, oui, mais surtout plein de possibilités pour le Québec, pour nos entrepreneurs, pour nos créateurs, nos artistes. Fait que, moi, je dirais, j'ai trois preuves de toutes les opportunités que ça va amener l'indépendance plutôt que des problèmes de structure. D'ailleurs, c'est pour la Ville de Québec. Pour la Ville de Québec, là, que le Québec devienne un pays, ça va être un boom économique effroyable. On parle de centaines, voire de milliers d'acteurs politiques, des gens qui veulent influencer la culture, des gens qui veulent influencer l'économie, des sièges sociaux qui vont se déplacer au Québec pour pouvoir participer à ce nouvel État-là puis avoir leur influence ici. Tout ça va aller à Québec, je pense. Ça, c'est assez clair. J'espère que les fonctionnaires, on va répartir ça un peu là, pour que tout le monde ait sa part. On est bien d'accord avec Marc-Antoine là-dessus. Mais ça, c'est la première chose pour la Ville de Québec. Ensuite, là, je reviens avec ma petite Bible péquiste. Là. Fait que, dans un Québec libre de ses choix, là, le PQ a fait de la démonstration que ça revenait à économiser beaucoup d'argent, l'indépendance du Québec. Parce qu'il y a beaucoup de dédoublements dans notre système actuellement. Je ne vais pas toutes les faire. Tantôt, j'ai parlé de Santé Canada, mais il y a aussi le Trésor. On a deux
je vais appeler ça des entreprises, mais deux fonctions publiques qui vont percevoir les impôts avec des employés qui dédoublent le travail, qui calculent les subventions, puis ils font le travail 2 fois, littéralement, chacun. Tout ça, on va pouvoir s'en débarrasser. C'est 9 milliards par année, là, quand même, là, à terme, là, 9 milliards par année qui vont être sauvés par les dédoublements qu'on va abolir à terme. Fait que ça, c'est une opportunité incroyable. Là. Je pense que c'est comme 7% du budget du Québec là, de plus, là, en plus des 80 milliards qu'on va recevoir. Puis la dernière affaire, puis moi, c'est ça qui me passionne le plus, c'est l'image de marque. Parce que ça a une valeur inestimable pour le Québec. Si demain, le Québec devient un pays, là, on a un potentiel de créer enfin une image de marque proprement québécoise. Ouais. C'est un autre, je fais la petite promo pour l'épisode de Jean-François Lisée, mais il nous a donné une stat incroyable. Okay? Il nous a dit, le pays le plus heureux, où les gens se disent le plus heureux au monde, c'est le Danemark. Okay? Ça, c'est à chaque année, ils sont toujours là, c'est récurrent. Mais les Québécois sont plus heureux que les Danois. Ah ouais? Ouais. Mais ça sort jamais dans aucune stat, parce que on est au Canada, fait que là, tu vois le Canada qui est 5 6e. Oui. Mais les Québécois sont plus heureux que les Danois. Imaginez là, si on avait un pays, dans tous les classements, chaque année, ce serait genre... C'est qui les gens les plus heureux? Les Québécois. Je savais pas qu'on était pas de meurtre de même. Ah, c'est malade! Moi, quand il y a de ça, j'étais genre, what? Fait que... Puis ils font le test à Saint-Jean, je pense. Non, à Terrebonne, parce que... Je suis de Terrebonne humeur. Oui. Ouais, mais je pense qu'au Québec, il y a des stats sur les villes les plus heureuses, d'ailleurs. Puis c'est pas les grandes villes. En tout cas, je me rappelle plus c'est où, mais... Fait que, tu sais, imaginez, là, ça, c'est un exemple. Dans les tests PISA, on serait partout. Chaque fois que on sous-estime, mais on a beaucoup de grands boxeurs, des combattants de UFC, tu sais, on a des gens, ces gens-là, il y a un aura dans le monde, là. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui regardent ces choses-là. À la place de se dire que c'est des Canadiens, on dirait que c'est des Québécois. Le monde entier entendrait le mot Québec tout le temps. On pourrait vraiment avoir le Made in Germany, là. C'est un gage de qualité. Bien, on aurait un fabriqué au Québec qui serait un gage de qualité, qui aurait un gage de quelque chose. Les gens, ils achèteraient le Québec aussi, pas juste le fabriqué au Canada, qu'on ne sait pas c'est quoi. Fait que je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités là. Puis la dernière chose, imaginez, le jour référendum, on va être dans... Puis on gagne. On va être dans tous les médias de la planète. Ouais. Partout, ça va parler du Québec pendant des semaines. Les gens vont tous se dire, c'est quoi ce pays-là? Ils vont s'intéresser à ce qu'on fait, à nos artistes, à nos sportifs, au tourisme. Ça va être un boom incroyable, puis un moment de s'offrir au monde. Là. Je pense que ça, c'est un des trucs que je trouve le plus beau dans ce projet-là. C'est vraiment le moment de reconnaissance puis de partage de qui on est avec le monde entier, enfin, pour ce qu'on est. Fait que, tu sais, là où les fédéralistes, ils voient des coûts, puis moi, je vois juste des opportunités. J'en vois pas de problème avec l'État. Ça me fait vraiment pas peur. Puis, là, je dirais qu'il est assez mauvais, cet argument-là. Mais... Puis j'ai goût de dire, tu sais, des coûts de transition, c'est vrai qu'on va peut-être mettre en place des nouvelles structures étatiques, mais on va pouvoir les mettre au goût du jour. On va pouvoir se créer, en fait, là, un système parlementaire efficace. Probablement qu'on va peut-être changer le mode de scrutin ou on va le garder, mais on va pouvoir se reprononcer sur un paquet de questions. Parce qu'on s'entend qu'en ce moment, on est régi par une constitution qu'on n'a pas signée, qui est quand même assez figée dans le temps, qui est très difficile à changer. Donc, c'est difficile de vraiment l'actualiser au final puis de rendre notre vie démocratique plus intéressante, plus proche des citoyennes. Donc, il y a toutes ces opportunités-là également qui vont se créer par la transition qui, oui, va avoir des coûts, mais c'est un bon investissement à long terme au final. Ça va avoir un impact sur la qualité de notre vie, ça va avoir un impact sur la façon de gérer nos budgets, de faire notre vie démocratique. Donc, je sens que tu as quelque chose que tu veux dire, Camille. Non, écoute, c'est parce que je me disais... J'étais en train de réfléchir au fait qu'on dit souvent que, justement, on va couper dans des services qui sont présentement faits par le fédéral. Mais pas des services, mais des champs de dépenses. Des fonctionnaires qui font des études. Là. Sauf que, je me dis, on fait aussi... Tu sais, de l'autre côté, on présente souvent ça comme... En fait, surtout pour les gens de Gatineau, on leur dit souvent, il n'y aura pas de coupure. Tous les fonctionnaires fédéraux qui sont au Québec vont maintenir leur emploi parce qu'on va avoir besoin de former... des ministères, justement, des relations internationales au Québec, un ministère de la Défense, un ministère de un Santé Québec, mais la portion que Santé Canada fait, qui est quand même importante, c'est l'homologation des produits. Ouais.
la certification de... Tu sais, des fois, on oublie, le Santé Canada, ça, ça vérifie aussi que, mettons, les jouets pour enfants sont sécuritaires et tout, là, fait que c'est quand même important. Mais dans les faits, je me disais, OK, y a-tu comme une incongruité, tu sais? Je pense que au final, non, parce que on paye aussi pour les fonctionnaires qui sont pas au Québec. Puis on paye pour le ministère des interprovinciaux, puis on paye aussi pour des services à l'extérieur du Québec. Fait que je pense que ça se balance au final. Un des ministères pour lesquels on paye, là, je l'ai ici, mais c'est le ministère des Affaires intergouvernementales. Ah ouais, c'est ça. Ça nous coûte 500 millions par année. Ah, wow! Tu sais, il n'y en aura plus de besoin là, de ministère intergouvernemental. Moi, c'est quand est-ce que tu appelles à ce ministère-là? Non, mais tu sais, il n'y aura plus deux gouvernements. Mais c'est une bonne question, puis je pense que dans les années 90, ça a été un problème. Moi ben là, c'est sûr que je suis biaisé, là, mais mettons, j'aime l'approche du Parti québécois en ce moment par rapport à ça, qui dit, on va pas mentir aux gens, c'est sûr qu'il va y avoir des pertes d'emploi. Il va en avoir parce qu'on ne va pas réembaucher les gens qu'on dit qui ne servent à rien en ce moment. C'est un dédoublement. Bien, qui ne servent à rien, je veux dire, ils font leur travail en ce moment, là, mais dans un Québec pays, ces gens-là n'auront pas à faire ces tâches-là, donc on ne va pas les réengager. Ouais. Moi, je trouve que c'est une position beaucoup plus responsable que de dire on va réembaucher tout le monde pour qu'ils fassent quoi. Ouais. Ouais, c'est très honnête. Ouais, puis je pense que... Moi, je suis peut-être un des opportunistes, là, mais je pense qu'il va y avoir plein d'opportunités pour ces gens-là, puis il va y avoir plein de nouvelles sphères de l'économie qui vont se développer aussi si le Québec est un pays. Là. Ces gens-là vont retrouver une fonction sociale utile positive pour le Québec. Moi, j'aime bien ta façon de présenter ça comme... Effectivement, on nous le présente souvent comme une transition avec plein de risques, mais aussi de voir... Puis il faut le faire, il faut calculer les risques puis les prévoir, mais il faut aussi voir les opportunités qu'il y a là-dedans, puis il y en a tellement. Là. Il y en a que tu m'as nommé, ça fait depuis que j'ai 12 ans que je suis indépendantiste, là. Il y en a là-dedans que tu m'as nommé que j'avais même pas pensé. Là. Fait que, sincèrement, je pense qu'on gagne beaucoup à devenir un pays, puis que la transition, oui, il va y avoir une petite période de transition où on s'ajuste, mais tu sais, ça fait partie de l'ordre normal des choses, là, comme quand on part en appartement, comme on le disait plus tôt. Là. Fait que je vois ça, vraiment ça, d'une manière positive. Puis je suis convaincu que vous ne connaissez pas un pays qui regrette les coûts de transition quand il a décidé d'accéder à son indépendance. Il n'y en a aucun qui veut revenir. Ça n'existe pas. En tout cas, à date, c'est jamais arrivé. Non. De son propre gré, là. Oui, évidemment, parce que là, la Russie et l'Ukraine, on va bien. Là, mais... Il n'y aurait pas 193, 194 pays dans le monde si c'était pas positif, là, quelque part. Exact. À un moment donné, il faut voir ce que font les autres, puis si les autres le font, peut-être que ça peut être un exemple pour nous aussi. Hein. Fait que moi, les coûts de transaction, genre... Je trouve que c'est assez mauvais. Là. Je l'aurais mis en... je suis pas d'accord. Je trouve que c'est quand même bon argument dans le sens que c'est un enjeu réel. T'sais, il va quand même falloir contrôler les dépenses dans le contexte de la transition parce qu'il va falloir quand même créer des nouvelles structures, s'approvisionner, générer des nouveaux partenariats. Tout ça, ça crée quand même des coûts initiaux. Mais après ça, il y a toute la manipulation comptable aussi. Là, ça va être amorti. C'est un investissement. Mais il faut l'expliquer. Je serais négociable pour ça. On est bon. Je serais à l'aise avec ça aussi. Allons-y avec ça. Puis le dernier argument, mais plus... Ouais. Là, j'espère être tous bien assis parce que c'est assez lunaire ce que ChatGPT nous a sorti. Donc, à la maison, si vous êtes debout, asseyez-vous. C'est vraiment important. Il nous a sorti l'argument de l'unité nationale et de la solidarité. Donc, il nous dit « Le Québec joue un rôle essentiel dans la mosaïque canadienne. » On dirait qu'on chante en même temps. Là, c'est... Sincèrement, là, est-ce que... Bon, j'imagine que ChatGPT s'imagine le Québec puis le Canada... tous main dans la main en chantant Kumbaya, là, mais c'est pas ça le Canada du tout. Là. L'unité nationale, moi, j'en vois pas au Canada. Là. On est constamment en conflit avec le gouvernement fédéral, même quand c'est des gouvernements fédéralistes, on le disait plus tôt, quand c'est des gouvernements caquistes, quand c'est des gouvernements libéraux, il y a toujours des affrontements sur plein de sujets. Donc, l'unité nationale du Canada, moi, je pense que c'est probablement l'un des pires arguments qui nous a sortis. Là. Sincèrement, je ne sais pas s'il y a des gens
du camp du non qui vont nous la sortir, celle-là, mais moi, je vois pas d'argument là. Mais c'est parce que c'est comme si c'était quelqu'un de la Saskatchewan qui avait écrit ça en disant si le Québec s'en va, ça va être la fin de la Fédération canadienne, on va tous se diviser. Mais même en Saskatchewan, ils pensent pas ça. À longueur d'année, ils nous disent comme quoi qu'on est un boulet, comme quoi qu'on en demande trop. Puis, tu sais, il n'y en a pas d'unité nationale. On est constamment en train de se tirer dessus dans ce pays-là. Puis on le voit, là, la haine qui vient de l'Ouest. Puis c'est pas tout le monde qui est dans le même bateau. Heureusement, il y a des gens de bonne volonté. Mais même la haine, foi, je sais pas si vous avez senti ça, mais comme la réaction de Terre-Neuve et Labrador quand le François Legault a signé le nouvel accord, l'espèce de côté genre gagnant, fendant, on les a eus, les Québécois, je trouvais ça quasiment, tu sais, OK, je suis contente pour eux. Oui, tu sais, financièrement, c'est beaucoup plus soutenable ce qu'ils ont obtenu, mais j'avais l'impression qu'il y avait comme un fond de québécophobie, genre, dans la réaction qu'ils ont eue. Revanche, là, clairement, il y avait un sentiment de revanche accompli, là, puis... dans la tête s'il l'a fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens à Terre-Neuve qui devaient être vraiment contents de voir ça. Dans la tête de beaucoup de Canadiens, il y a une nation de trop dans ce pays-là. Là. Puis ça s'est démontré à travers l'histoire du Canada. Je vais pas me répéter, mais à travers l'histoire du Canada, il y a toujours eu une nation de trop, il y a toujours eu un peuple de trop, mais plusieurs peuples de trop. Là. On n'est pas les Autochtones aussi. Ils ont subi beaucoup de répression. Puis ils veulent faire rentrer tout le monde dans le moule canadien, tu sais, au final. Puis paradoxalement, quand on regarde les grands symboles canadiens, déjà, en partant, le mot canadien, ça provient des Canadiens français. Déjà là, on voit qu'il y a de l'appropriation culturelle. Ensuite, le sirop d'érable, la poutine, le hockey. L'hymne national, là, au Canada, je pense que c'est relié à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Il n'y a pas plus indépendantiste que ça au Québec. Là, c'était un hymne pour le Canada français. Puis c'est assez incroyable. Ils l'ont même pas traduit. Les paroles de l'hymne canadienne, en français et en anglais, c'est même pas les mêmes. Ça montre déjà qu'on voit pas le Canada de la même façon là, quand ils doivent changer les paroles. Mais il y a une version française, une version anglaise, puis ça ne veut pas dire la même chose. Normalement, on l'aurait traduit si on avait la même vision du Canada. Là. Ce qui est fou aussi, je m'excuse, je passe sur une chire, mais quand tu es au Parlement du Canada, puis tu arrives à l'entrée, tu sais, t'as la licorne qui représente le Québec, puis elle est enchaînée. Non. Oui, puis tu sais, la statue, là, tu regarderas dans l'entrée, là, il y a une... C'est ça, à sa patte. l'édifice de l'Ouest, je pense. Ben c'est vrai, ils sont en rénovation au centre, là. Puis tu dis, my God, tu sais, je rentre dans l'âme canadienne, puis le symbole qu'on m'envoie, là, de la francophonie, là, c'est un animal enchaîné. Je trouve ça horrible, c'est plus fucker, hein? C'est comme, c'est métapsychologique. Je pense que c'est honnête. On peut leur donner ça, là. Ils se sont dit, bon, regarde, on va leur donner, là. Je pense que les Canadiens d'origine étaient plus honnêtes que ceux d'aujourd'hui. Moi, j'aurais une question pour vous. Que serait le Canada sans le Québec en termes d'identité? Le 51e État des États-Unis! Il n'y a pas grand-chose qui les différencie. OK, c'est une version édulcorée d'un Américain, plus tranquille. Mais ça reste qu'au final, c'est quoi l'identité canadienne si tu enlèves tous les éléments que j'ai nommés? Je parle dans ce qu'on projette aux autres. Là, moi, je suis mal à l'aise avec cet argument-là parce qu'on pourrait avoir la même vision entre l'Ukraine et la Russie, de se dire, ils se ressemblent, ils ont à peu près la même... Je pense pas. Fait que, tu sais, puis par rapport aux anciens pays qui composaient l'URSS, tu sais, de l'extérieur, beaucoup de gens pourraient penser qu'il y a des grandes similarités culturellement. Puis les Canadiens eux-mêmes se perçoivent vraiment pas comme des Américains. Même si pour nous, on se dit, ils parlent anglais, et leur identité, c'est de consommer sur Amazon. Mais tu sais, dans les faits... Je veux dire, on a quelque chose d'extrêmement américain, nous aussi, comme Québécois, malgré le fait qu'on parle français. Est-ce qu'on peut nommer des traits culturels canadiens? Des symboles canadiens, purement canadiens, là. Pas québécois, pas américains. Déjà, il n'y a pas d'artistes qui sont pas américains. C'est Drake, Bieber, c'est tous des artistes qui sont maintenant américains qui habitent aux États-Unis. Puis, tu sais, il n'y a pas de transition culturelle qui a été faite entre le moment où ils sont devenus populaires au Canada et aux États-Unis. Sur ça, en tout cas, pour moi, au niveau de la musique, il n'y a pas de musique canadienne, ça n'existe pas. Alors qu'il existe une musique québécoise. C'est parce que leur moi, je dis pas qu'il n'y a pas de c'est... culture canadienne. Ça, je pense qu'il y en a une, là, mais je pense qu'à certains égards, il n'y a pas de culture canadienne. Elle n'est pas aussi riche, mettons, qu'une culture. Ben non, mais c'est sûr que moi, je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, du point de vue d'un Canadien, je pense que lui, tu sais, nous, comme souverainistes, de ne pas reconnaître la légitimité de la culture d'une autre nation, parce que c'est quand même une nation, puis ou surtout leur
droit à... Parce que des fois, tu sais, on fait des blagues là, avec Donald Trump, mais tu sais, je pense qu'il faut quand même, comme souverainiste, qu'on fasse attention à ça parce que nous, on serait hyper offusqués de se faire enlever, si on veut, le droit à la reconnaissance, à la légitimité sur notre territoire, puis c'est ça que Trump fait, là, tu sais, essentiellement. Fait que, tu sais, Non, moi, je pense que le Canada doit être un pays pour les mêmes raisons que le Québec doit être un pays. Il va parler il va avoir beaucoup plus d'influence comme pays que comme État américain. Ça, c'est indéniable. Mais je vois pas de symbole culturel canadien très fort. Il y en a une culture canadienne, mais pas aussi forte que le Québec. Ça, on peut quand même s'entendre là-dessus. je veux dire, je suis... Il n'y a pas grand-chose qui distingue... Ben, en fait, c'est parce que pour les Canadiens, le Québec fait partie de la culture canadienne. Fait que pour eux, c'est des éléments indissociables. Nous, on ne fait pas ce constat-là comme souverainistes. Nous, on considère que c'est 100% dissociable. C'est encore drôle. Quand Carl Tremblay est mort, c'est un pilier au Québec, tout le Québec, c'était un deuil national. Ouais. On vibrait au Québec. Tout le monde sur les mêmes émotions. Moi, j'étais à fleur de peau pendant une couple de mois. Là. Ouais. Je l'ai vu pleurer. J'ai pleuré longtemps, là. On peut se le dire. Mais sincèrement, est-ce qu'on a vu les mêmes réactions au Canada anglais? Ils ont expliqué c'était qui Carl Tremblay. Mais non, mais puis c'est ça, le pourquoi qu'on en parlait colonialisme. autant, là, Puis peut-être que pour le Canada anglais, ça c'est une réflexion que j'ai souvent, ça serait peut-être une opportunité pour eux que le Québec ne fasse plus partie. Tu sais, ça leur permettrait de pouvoir consolider leur identité en faisant fi du Québec. Non, mais Arrêtez c'est de nous vrai. voler nos Ben, symboles. Oui, exactement. Enfin. Trouver des Trouvez-vous choses les qui vous vôtres, rendent ouais. fiers, qui sont vous, mais qui sont pas nous, puis arrêtez de faire de l'appropriation culturelle, tu sais. Une Développez nouvelle votre sorte de poutine. personnalité, ouais. Moi, je suis assez d'accord quand tu places la perspective des Canadiens, mettons. Je pense que le Québec, c'est comme un folklore pour eux. C'est ça. C'est-à-dire, ça appartient à leur histoire. Puis, tu sais, il y en a des Canadiens qui vont dire le Canada a été fondé à Québec. Là, Ouais. ils reconnaissent. Ben, tu sais, quand t'es ces plaines, Je il y a pense qu'ils sont là-dedans. Quand t'es ces plaines, il y a une plaque qui dit que la bataille des plaines d'Abraham, c'est un grand moment fondateur pour le Canada. Tu dis, my God, tu sais, mon C'est- Dieu, on s'est fait ramasser. C'est Non, mais moi, je hyper comprends pour insultant. eux- Non, mais je comprends que pour eux, ça le soit. Tu sais, parce qu'ils ont gagné. Fait que ça fait Ouais, plein ouais. de sens. Mais, mettons. Fait que je comprends cette perspective-là canadienne, que le Québec appartient pour eux à leur histoire. Mais je pense qu'il y a deux choses là-dedans. Je pense qu'il y a une élite canadienne déjà. Je pense qu'il faut vraiment comprendre ça au Canada. Il y a vraiment une élite canadienne qui est bilingue, qui est à Ottawa, à Toronto, puis eux, ils vivent du gouvernement fédéral puis du bilinguisme. Clairement, tu le vois quand tu es à Ottawa. Moi, j'ai rencontré du monde, là. Il y a une réalité paradigmatique par rapport aux Québécois. Là. J'ai rencontré c'était une fille, dans ce cas. C'était 3 filles, en fait. Puis ils me disent, t'es allé... T'as rencontré 3 filles. Non, mais c'était 3 employés de la fonction publique. Puis là, ils se mettent à parler, puis je vois qu'ils parlent de à quelle université ils ont été. T'sais. Puis là, ils sont tous fiers d'avoir été à l'université de Toronto. Puis là, il y a un Québécois avec moi. Puis je suis comme, c'est quoi qui se passe? T'sais, je comprends pas. Là. Il est comme, ouais, non, c'est vraiment une grosse université, puis c'est reconnu. Puis c'est l'université où les élites bilingues du Canada envoient leurs enfants, parce que c'est eux qui vont diriger le Canada bilingue. À parler un français impeccable, il n'y a rien à dire. Mais ils vivent dans un monde qui est complètement déconnecté du Saskatchewanais. Là. Je veux dire, il vit pas là-dedans, pas tout, là, le gars en Saskatchewan, puis le gars même en Colombie-Britannique. Fait il y a une distinction entre l'élite canadienne qui fait vivre ce beau côté de genre, ah oui, le Canada est un pays bilingue, mais c'est parce que ça les rend spécial, eux, de vivre là-dedans. Alors que les Canadiens qui vont sur X puis qui font du Québec bashing, je pense que c'est plus ça, là, le Canadien moyen là, qui vit le parcours typique, on va dire. Je pense qu'il y a cet élément-là à prendre en compte quand on dit on fait partie de leur folklore pour l'élite. Je pense pas qu'on a ils ont ce même sentiment-là quand t'es à la base. Mais moi, je les comprends, les Canadiens anglais. Ben, certains Canadiens anglais, de ne pas nous aimer. Je me mets dans la peau d'un Albertain. Là. Le Québec, pour eux, c'est un frein. Là. Ouais, Ils veulent développer le pétrole. Nous autres, on est là, puis on parle d'énergie verte, on parle d'hydroélectricité. C'est sûr qu'on les fait chier. Là. On les fait chier sur plein de dossiers. Fait que je les comprends de ne pas nous aimer. C'est contre-productif. Le Canada et le Québec, c'est une relation toxique. Point. Voilà. Je peux pas aller plus loin que ça. Je pense que c'est beau mot. Où est-ce Faudrait que le tu classer, classerais ouais. Unité nationale et solidarité. On n'a pas le F, hein? Je vais le créer pour toi. On peut le mettre dans le E puisqu'on n'a pas le F. Excellent. Mais ce serait le pire argument selon toi. Ah oui, oui. C'est l'un des pires, certainement.
Ben, messieurs, dames, quand vous regardez ce beau tableau, est-ce que vous avez une analyse, une conclusion, quelque chose qui vient spontanément à l'esprit? Moi, je remarque tout d'abord qu'il n'y a pas d'argument S. Je suis pas tant surpris. Ben, moi, je dirais aux fédéralistes, préparez-vous. Parce que, honnêtement, je vois pas comment ils vont défendre le Canada à part jouer sur les peurs. Fait que je pense que ça va être une game, un jeu de est-ce qu'ils vont encore parvenir à semer le doute dans notre esprit, puis de nous faire penser qu'on n'est pas capable, puis qu'on n'est pas assez fort, puis que ça va être trop difficile, puis que l'opportunité n'est pas assez grande. Mais on a pris confiance depuis 80-95. Ça reste à voir. En même temps, le jour où le président des États-Unis va nous dire qu'il préférerait qu'on reste une province dans le Canada, c'est sûr ça va shaker le monde. Ouais. Puis même la France, on les pense souvent comme des appuis, mais dans les faits, en 95, la France avait quand même dit qu'il n'existe pas de reconnaissance anticipée. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on fasse la démonstration de notre effectivité comme étant indépendant pour obtenir la reconnaissance internationale. Parce que, imagine, nous, on commence une démarche, puis finalement, ça fonctionne pas, puis un pays nous a déjà reconnus avant même qu'on soit effectif. Mais ça reste que la France était prête, dès la sortie des résultats, était prête à reconnaître le résultat, effectivement. Puis ça allait dans une logique où Parizeau était vraiment préparé pour rendre la souveraineté effective. Oui. L'appui français. Aujourd'hui, on peut se questionner avec Macron, mais de toute façon, il ne sera plus là éventuellement. Puis ses successeurs sont tous pas mal dans la lignée traditionnelle gaulliste. Mais j'ai l'impression que, tu sais, l'aspect international va prendre encore plus de place dans notre prochaine démarche parce que moi, je suis convaincue que c'est inévitable que le Québec devienne un pays. Pour moi, c'est même pas une question. On est déjà en marche vers là. Il faut juste accomplir, finaliser, compléter notre démarche. Pour la prochaine fois, je pense que il y a eu quand même une accélération des communications avec l'arrivée juste des médias sociaux, mais aussi la mondialisation. En 95, on était dans quand même les premières dizaines d'années hyper mondialisées. Maintenant, on est comme rendu sur l'autre pan de la mondialisation. Ça prend une place différente, mais ça a accéléré aussi la place, je pense, des relations internationales dans les politiques intérieures des pays. Fait que toutes les réactions des différents pays dans le monde, pour moi, va avoir plus d'impact sur la perception des Québécois par rapport à l'indépendance. Fait que, tu sais, j'ai l'impression qu'il va falloir se mettre dans la tête quand même rapidement que on risque d'avoir des opinions divergentes. On risque d'avoir des gens qui vont vouloir maintenir justement la stabilité. Puis, tu sais, moi, si j'avais un argument à mettre en S, quasiment, ce serait l'argument de la stabilité parce que c'est possible que nos partenaires internationaux veuillent préserver la stabilité du Canada simplement aussi par loyauté ou par respect de leurs partenaires canadiens. Fait que j'ai l'impression que ça va être... On risque d'avoir du vent d'en face sur cet aspect-là. Mais là, tu me vois ne pas être d'accord parce que, historiquement, dans les référendums, en 95, Bill Clinton n'a pas dit aux Québécois de voter non. T'sais, il a dit qu'il préférait un Canada uni, puis blablabla. Très, très, très poli. Très poli, puis il s'est pas opposé à l'indépendance du Québec. Puis ça, c'était dans un contexte où les Américains voulaient garder de bonnes relations avec le Canada. Sommes-nous dans le même contexte actuellement? Je vois vos visages, puis la réponse est non. Je veux dire, Donald Trump, sa stratégie, c'est d'affaiblir le Canada. Il n'y a pas de respect pour les relations avec le Canada puis ses autres partenaires. Fait que dans un contexte où il y aurait un référendum, je ne sais pas s'il se prononcerait en faveur ou est-ce qu'il se prononcerait tout court, mais je ne vois pas... Un petit tweet, là, tu sais. Au moins, tu sais, ce qui est différent... Québec libre. Ouais. J'imagine. Mais c'est vrai que... Il n'y a plus le même respect entre les États-Unis et le Canada. Là. En fait, c'est que... Tout est complètement imprévisible par rapport à Donald Trump, puis pas que. Tu sais, par rapport à la Russie, ils ont un intérêt à suivre ce qui se passe avec le Québec parce que dans le Nord, là, nos territoires, ils sont vraiment pas loin. Là, ça se touche quasiment. Là. Fait qu'il y a comme un aspect presque, pas du hasard, mais aléatoire, imprévisible par rapport à la réaction de certains pays. Mais ce que je dis, c'est que ça va prendre beaucoup de place, plus, je pense que ça en a pris en 95, alors qu'on était plus dans des arguments de péréquation, de stabilité économique. Ouais. Là, pour moi, les gros enjeux, ça va être des enjeux de relations internationales. Oui, je suis d'accord. Je pense que le fait d'avoir une question claire va régler beaucoup de ça. Je Je pense que cette fois-ci, en tout cas, je pense qu'on s'enligne vers ça. On verra. Là, j'ai pas la science infuse, mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait une question très claire sur est-ce que vous voulez que le Québec soit un pays, oui ou non.
Puis à partir de ce moment-là, si la question est aussi claire que ça, au niveau international, il y a comme une légitimité démocratique qui va s'imposer. Les pays démocratiques ne pourront pas ne pas dire ben la question était claire, puis on dit oui. Fait que là, à partir de là, on peut pas vraiment être contre. Le Canada a déjà reconnu qu'on avait le droit de se séparer. Ça, c'est fait. Là, ils ont fait leur loi, là, mais je pense que si la question est très claire puis qu'on vote oui... De toute façon, on s'entend qu'on n'attend pas le droit du Canada de nous séparer. Là. Ben, effectivement. Mais ça, c'est compliqué parce que tu vois, il y a du monde... Moi, j'en revenais pas. Là. Personnellement, j'en revenais pas, mais il y a du monde qui défendait La loi sur la clarté? Non. Quand il y a eu la Catalogne là, qui a voulu se séparer de l'Espagne, il y a du monde qui défendait l'approche espagnole en disant ben c'est dans leur constitution qu'il faut que tous les Espagnols votent pour... Là, j'étais comme, ben oui, mais ça, c'est de l'esclavage. Là. Je veux dire, ta constitution te dit tu ne pourras jamais quitter, sauf si je décide de te dire oui, ben OK, ça s'appelle de l'esclavage. Là. Après, tu as mis ça à un niveau étatique, mais c'est exactement la même chose. Je trouve... Mais il y en a du monde qui défendait ça, des légalistes, là, du monde qui pense que le droit fait la loi. Là. Moi, je pense que le rapport de force fait la loi. Si on vote oui, puis qu'il y a assez de Québécois qui sont prêts à défendre le vote puis à s'assurer de l'effectivité du vote, on va y arriver. J'ai envie de vous dire que nous avons fait en 1h40 le tour à peu près des grands arguments fédéralistes. C'était vraiment intéressant de tous vous entendre aujourd'hui. Honnêtement, je trouvais que ces conversations-là étaient vraiment stimulantes. On avait de la jasette. Je pense que c'est une formule à renouveler. Si les gens aiment ça, ils peuvent commenter. Hein. Mettez un pouce, c'est mon côté animateur. Mais oui, effectivement, je tiens encore une fois à remercier le Fonds indépendantiste du Québec qui a commandité cet bel épisode spécial aujourd'hui. Je tiens à remercier chaque personne autour de la table, Camille, Nando et Marc-Antoine, qui m'a laissé cette belle place aujourd'hui en tant qu'animateur. Je tiens également à vous remercier à la maison d'avoir assisté à ce bel échange. Une formule qu'on va peut-être reprendre dans le futur. J'ai l'impression que les quatre, on a vraiment apprécié la formule discussion libre. Donc, si vous n'avez rien à ajouter, on se dit à la prochaine fois.